Léon Degrelle, né à Bouillon, terre des gens qui ont fait des croisades. Alors? C'est vrai, je suis né au pied du château fort de Godefroy de Bouillon. Et j'ai toujours eu en moi, dès mon enfance, cet esprit de croisade. Vivre pour quelque chose de grand, vivre pour quelque chose de spirituel. Prendre l'être humain et en faire quelque chose de meilleur. C'était ça, au fond, l'esprit des croisades, sauver l'esprit religieux à travers le monde. Eh bien, c'est d'une base mystique que je suis passé à la politique. Et votre famille, c'est une famille de jésuites? Oh, ma famille, oui. Vous êtes croyant? Oui, l'évêque de mon diocèse disait que chez le Degrelle, on est jésuite de père en fils. Alors, c'était un peu vrai. J'avais 3 oncles jésuites et 3 grands-oncles jésuites. Toujours, ma famille a donné une quantité de jésuites à la compagnie de Jésus. J'ai été formé chez eux, et pour moi, c'est les meilleurs formateurs qui existent sur la terre. Vous êtes croyant? Je suis profondément croyant. Pour moi, Dieu, c'est tout. Bien supérieur à la politique, tout ça, c'est des moments de l'existence humaine. La politique, notre vie sur la terre, pour moi, ce qui compte, c'est cette grande transfiguration de la grâce. Et quelle était l'avant-guerre de Léon Degrelle, dure et pure? Eh bien, voilà. Je vais vous dire parce que vous verrez comment je suis passé à la politique. Parce que je n'avais pas pensé du tout à cela. Je voulais être un apôtre. C'est grotesque à dire maintenant. On ne conçoit plus des apôtres. On aime vivre, on aime s'amuser. Mais non, moi, je voulais transformer l'homme. J'aimais l'homme, je voulais qu'il soit meilleur. Et c'est pour ça que j'ai pensé donner ma vie complètement à l'apostolat religieux. J'étais un des dirigeants de l'Action catholique. C'est en cette qualité-là que j'étais pour la première fois en Italie, que j'ai vu pour la première fois un pape. Et je ne pensais qu'à ça. Et c'est quand j'ai vu la corruption du monde politique, qui utilisait le monde catholique pour le salir, que je me suis dit, il faut d'abord nettoyer la politique si on va avoir une grande vie morale dans l'univers. Et c'était le problème à ce temps-là, et c'est toujours le problème maintenant. Ouais. Et c'était quelle année? Oh, mais j'étais encore étudiant. Ah. Et il ne faut pas oublier que quand j'ai remporté ma grande victoire électorale en 1936, j'avais 29 ans, j'ai emmené 1 million de personnes derrière moi. J'étais un gamin, on m'appelait le gamin de Rex. Et mes députés, ils avaient 25 ans. Et votre parti s'appelait Rex? Rex, c'est du mot Rex, Christus Rex. Parce que j'avais créé, toujours dans l'esprit de l'Action catholique, les éditions Rex du mot du Christ. Et ce mot a suivi. Et nos gens sont devenus des rexistes. Mais ce que nous voulions dans la politique, et c'est pourquoi j'ai créé le rexisme, c'était pour nous rapprocher des grandes masses et les rendre heureuses. Et c'était ma hantise, jeune étudiant. Comment atteindre les masses? Comment arriver à saisir des millions d'êtres? Un jeune garçon aîné d'une famille de 8 enfants, qui n'est connu de personne, et qui a envie d'être tout près de l'univers. J'ai essayé ça par mes propres moyens. J'étais en bicyclette à travers toute l'Europe. J'ai fait à cette époque-là 10 000 kilomètres en bicyclette. C'est une bicyclette énorme du temps passé. Mais je me suis dit, comment atteindre les gens directement? Et au fond, il n'y avait qu'un endroit où on atteignait les gens directement. C'était dans les maisons du peuple. Les maisons du peuple socialistes ou communistes. Eux avaient encore le contact avec les peuples. Le monde bourgeois vivait séparé du peuple. Il ne savait pas ce que c'était. Le monde chrétien ne savait pas ce qu'était ce pays, ce monde immense des gens qui sont aussi les fils de Dieu qu'eux, bourgeois. Eh bien, j'allais pour l'Action catholique donner des conférences. C'était le pharmacien, c'était le notaire, c'était l'avocat, c'était un juge. Mais la masse ouvrière, elle n'était pas là. Elle n'était que dans le peuple. Et à cette époque-là, le peuple était bien plus sensible à la vie politique que maintenant. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. La politique, c'était une animation et un spectacle. Comment ils vont maintenant à un concert de rock? Eh bien, il y avait le député socialiste, le député communiste, le ministre de gauche. Le peuple allait à ça. Il n'y croyait plus guère, ces gens-là. Parce que ces gens l'avaient abominablement trompé déjà à ce moment-là. Le marxisme avait fait faillite partout. Mais enfin, ils avaient cette illusion. Alors je me suis dit, c'est là qu'il faut les prendre.
Je n'avais pas d'argent. Je n'avais aucun moyen d'atteindre le public, mais j'avais ça. Les maisons du peuple, qui elles rassemblaient des gens. Mais je suis venu là pour porter la contradiction. Et je me suis mis à ça pendant 2 ans. Tous les soirs, je partais de Louvain, la ville estudiantine. Je prenais un abonnement de 3e classe, des vieux wagons en bois, 210 francs, pour aller chaque soir où avait lieu le meeting le plus important. Et quand on disait, il y a quelqu'un pour la contradiction, c'était leur système, mais jamais personne n'y avait été. Parce qu'il y avait quand même les risques professionnels, j'ai eu une fracture du crâne comme ça. Mais ça m'a donné l'occasion d'être en contact avec le peuple vivant. Chaque salle, là, il y avait 2000, 5000, 10 000 personnes. Les premières fois, c'était un ourvari inouï. Alors, les gauches ont fait exactement ma propagande, en racontant dans leurs journaux avec des noms titres qu'ils avaient écrasé un jeune galopin qui venait faire la contradiction. Les gens sont revenus pour voir. Et puis, au bout de 15 jours, quand je commençais, c'est Léon, c'est Léon. Vous avez créé la politique spectacle. C'est ça. Mais je dis d'ailleurs que l'éloquence, c'est ça. C'est un immense spectacle. C'est un homme qui a des fluides extraordinaires qui projettent dans la foule et qui recueille ces milliers de petites lumières qui projettent aussi leurs fluides. L'éloquence, c'est une captation, c'est un enchantement. Quand on voit maintenant les grands chanteurs, mais c'est pas autre chose. Quand on dit on n'irait plus écouter maintenant, on ne va plus écouter parce qu'il n'y a plus de gens éloquents. Qu'il y a un grand orateur, on ira les écouter comme on va écouter Julio Iglesias, ou comme on va écouter Madonna, lançant ses culottes à l'univers. C'est la même chose, les gens veulent des grandes émotions, ils avaient ça dans les meetings. Et en 2 ans de meetings, comme ça dans les grandes assemblées socialistes et communistes, mais j'ai ramassé la moitié de la masse ouvrière. Et c'était ça avant tout qui m'intéressait. Et c'est une extase qui se crée entre l'orateur. C'est un spectacle incroyable. Vous commencez, vous avez devant une salle énorme, toute noire. C'est pas ce que c'est. C'est des ouvriers, c'est des paysans, c'est des jeunes, c'est des vieux, on n'en sait rien. Et alors il faut tourner là au-dessus pour savoir comment on va les prendre. Et puis tout d'un coup, le fluide énorme que vous avez en vous, on rejoint le fluide de ces gens, ça y est, on possède la proie. Et quand vous avez eu comme ça des milliers de personnes pendant 2 heures, et puis ils reviendront d'autres fois, puis ils reviendront partout. Il n'y a pas un Belge qui ne m'ait pas entendu. Et c'était ça la base de ma puissance, ça et ma plume. Parce qu'il faut aussi la plume. C'est indispensable. Un homme politique, un entraîneur de foot doit savoir écrire. Et toute ma vie politique a été basée là-dessus. J'avais créé mon petit journal Rex, tous les mois. Puis je suis arrivé à 40 000 de tirages, tous les 15 jours. Puis je suis arrivé à 100 000 de tirages, toutes les semaines. Et j'ai dépassé les 350 000 exemplaires. Et je le vendais 3 fois plus cher que les autres journaux. C'est bien la preuve, c'est pas une question d'argent. Si c'est passionnant, les gens l'achètent. Et je suis arrivé à leur avoir comme ça un énorme public qui me voyait tout le temps et qui me lisait tout le temps. Et c'est comme ça qu'à cet âge-là, à 25 ans, je suis parvenu à retourner complètement le pays. Et pourquoi est-ce que je le retournais? Parce que ça correspondait aussi à un phénomène de toute l'Europe. L'Europe était sortie brisée de la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale imbécile. L'Europe saignait à blanc pour rien. Et pour de vagues histoires des Russes qui voulaient être dans les Balkans, d'un point carré qui voulait rattraper l'Alsace-Lorraine. Et pour ça, on a fait mourir 20 fois plus d'Européens qu'il y avait d'Alsaciens-Lorrains. Et tout le monde s'est sorti saigné de cette aventure, brisé moralement. Et par-dessus le marché, brisé politiquement. Le traité de Versailles avait été un traité de fou. Il avait pris sur le territoire allemand des zones immenses en Pologne, en Tchécoslovaquie, à la frontière belge, à la frontière allemande, à la frontière française. De tous les côtés, 10 millions d'Allemands avaient disparu de la carte de l'Allemagne. Ce peuple a été livré à une misère effroyable. Et chaque pays était comme ça dans le désordre. En Italie, c'était la même chose. En Turquie, c'était la même chose. C'était Atatürk qui prenait le pouvoir. C'était Piłsudski en Pologne. C'était Mussolini en 1922-23, je ne sais plus au juste, qui arrivait au pouvoir. Partout, il y avait le même phénomène. On voyait que la guerre n'avait conduit à rien. On voyait que les pays dégringolaient moralement et matériellement. Et on voyait qu'on était mal gouverné. Et c'est là que j'ai vu dès le débat, dès le début,
la différence qu'il fallait établir entre les différentes démocraties. Maintenant, on dit toujours le mot démocrate. Mais démocrate, ça veut dire une seule chose, la démocratie des parlementaires, n'est-ce pas, et des gouvernements élus à la va-vite, qui disparaissent à la va-vite et qui n'ont pas pu créer. Il n'y a pas qu'une forme de démocratie. À travers l'histoire, il y a eu des centaines de formes de démocratie. Ce qui compte, c'est que le pouvoir vienne du peuple. Voilà. Alors, au lieu de la démocratie du troupeau, qui est celle des parlementaires, de centaines de types élus, qui sont des gens ahuris, qui n'ont pas eu de formation spéciale, qui deviennent députés, qui choisissent des ministres, qui ne valent guère mieux qui peuvent être culbutés n'importe quand. J'ai toujours voulu, et c'était la tendance de cette époque précisément, la démocratie du chef, opposée à la démocratie du troupeau. C'est le charisme du chef. C'est ça. Mais l'homme que le peuple connaît. Ouais. On élit des députés, on ne sait même pas qui c'est. Tandis qu'un homme qui, pendant des années, se donne du mal pour retourner les foules, pour se faire connaître d'elles, pour leur projeter son cœur, pour leur donner un idéal, les gens l'ont vu, l'ont senti, savent qui c'est. Alors ils lui donnent leur confiance, comme dans l'amour, c'est la même chose. Dans l'amour, c'est pas tellement les combines qu'on a pu faire là, les parents, les grands-parents, tout le monde qui calque. Non, c'est ce fluide qui passe tout d'un coup d'un corps à l'autre et qui fait qu'on est unis pour toujours. Le charisme, c'est un acte d'amour. C'est ça. Et pour moi, c'était ça la politique. On se donne aux foules, les foules se donnent à vous. Et comment on devient SS? Ah, ça c'est autre chose. Ça. Parce que quand nous avons eu créé le rexisme pour cette grande transformation politique, est arrivée la guerre. Seconde folie gigantesque, qui a presque assassiné l'Europe. La moitié de l'Europe est perdue provisoirement, et l'autre moitié, depuis 40 ans, ne sait pas où elle en est. Et nous autres, en Belgique, nous ne voulions pas la guerre. Le mouvement rexiste voulait établir un pays fort, comme je vous le dis, la démocratie d'un chef qui est en contact avec son peuple, qui est aimé par lui, qui a des grands plans d'avenir et qui peut avoir un travail à longue échéance. Bon. Mais voilà que les menaces de guerre arrivent. Menaces d'ailleurs qui, contrairement à ce que tout le monde raconte, ne venaient pas de l'Allemagne. Hitler n'a jamais voulu une seconde une guerre en Occident. Il n'y avait aucun intérêt. Il n'allait jamais faire d'un Français un Allemand, ni d'un Belge, ni d'un Hollandais. Ce que Hitler voulait, c'était libérer son pays de la menace soviétique et en même temps libérer ces immenses peuples de Russie qui attendaient, on le voit maintenant, depuis 50 ans, leur liberté. Alors, nous autres, cette guerre-là nous intéressait encore moins que d'autres. Nous disions, les Français peuvent gagner quelque chose dans une guerre. Les Allemands peuvent gagner quelque chose. Nous, entre les deux, on peut tout juste se faire écrabouiller. Donc nous étions neutres. Comme d'ailleurs maintenant, je serais, si j'étais responsable de l'Espagne, je serais encore neutre. Ça ne sert à rien de jeter dans des bagarres trop tôt. Mais donc, nous avions cette politique de neutralité. La guerre arrive, voilà notre pays submergé par les troupes allemandes. On croit toujours que nous étions les hommes des Allemands. C'est complètement faux, cette histoire. Nous étions les hommes de notre peuple, de notre communauté nationale. Et nous étions si peu les hommes des Allemands que nous avons été arrêtés par la police française parce que nous ne voulions pas la guerre. Les Allemands n'ont rien fait pour obtenir notre libération. Dans les conditions de l'armistice, il n'y a rien eu. Nous aurions pu être tous massacrés. D'ailleurs, 21 de mes compagnons de camions cellulaires ont été assassinés par les Français à Abbeville le 21 mai 1940. On parle toujours de crimes de guerre, voilà un crime de guerre bien précis. 21 personnes dont on ne connaissait pas les noms qui ont été assassinés comme des chiens à coups de baïonnette. Bon, les Allemands sont chez nous. Mais ça ne nous satisfait pas, nous nationalistes. Nous ne voulons pas réaliser notre idéal national avec l'appui d'un autre pays. Et à cette époque-là, la question de l'Europe n'existait pas. Les Européens ne se connaissaient pas. Un Français ne connaissait pas un Allemand, un Italien ne connaissait pas un Danois, un Espagnol ne connaissait pas un Finlandais. C'était la méconnaissance absolue. Alors nous étions là, nous, notre petit pays occupé. Qu'allions-nous devenir? Et c'était pour nous l'angoisse. Non pas du tout de devenir une colonie des Allemands, mais de savoir comment notre pays, qui avait quand même 2000 ans d'existence, un immense passé, n'allait pas mourir. Et nous étions poursuivis par cette angoisse quand éclatait la Seconde Guerre mondiale, du côté soviétique.
La question de l'Occident s'était réglée, l'Angleterre, il se passerait des années avant qu'elle puisse bouger, et puis tout d'un coup éclate ce grand conflit, quel conflit qui devait arriver entre Staline, qui voulait dévorer l'univers, selon la doctrine communiste, et les Allemands qui étaient les premiers sur la route. Et les Allemands auraient pu, on dit toujours, mais pourquoi Hitler s'est lancé dans cette aventure? Il s'est lancé dans cette aventure parce que s'il avait attendu, 1 an ou 2 ans après, Staline fonçait. On a maintenant tous les documents qui vous établissent qu'il avait créé plus de 120 nouvelles divisions, qu'il avait créé 60 nouveaux champs d'aviation, qu'il avait déjà, à ce moment-là, il est arrivé à avoir 32 000 chars d'assaut quand les Allemands en avaient 3 000. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont exigé les Balkans. Alors on a vu que c'était fini. Et d'ailleurs, il y a des déclarations du général, du maréchal Youchov qui dit, n'est-ce pas, Hitler avait le nez fin, il avait deviné. Alors, voilà cette guerre qui éclate. Et nous nous sommes dit à ce moment-là, moi notamment, c'est l'occasion de Dieu. C'est pour nous le moyen de montrer au peuple allemand et à ses chefs que nous sommes un vieux peuple solide, courageux, que nous avons de grandes vertus, c'est-à-dire traiter d'égal à égal. Occupés, nous étions des civils, vaincus. En face, nous étions des militaires vainqueurs, pleins de suffisance. Nous voulions pouvoir parler avec eux d'égal à égal sur le même plan. Il n'y avait qu'une façon, c'était des soldats aussi vaillants qu'eux ou meilleurs. Et c'est comme ça que j'ai décidé notre départ pour le front de l'Est. Et que je suis parti, comme vous le savez, comme simple soldat. On me dit ça aussi, mais comment vous êtes parti comme simple soldat? Parce que c'est difficile, ça, quand on est le chef d'une grande masse, qui vous a considéré comme une espèce de demi-dieu, et puis qui vous voit la peiner dans la boue, qui vous voit aller faire vos besoins. On a même fait ma photo faisant mes besoins, qui dort par terre au milieu de la troupe. Que cette ville, l'humilité du soldat, eh bien, je voulais que chacun de mes soldats sente que je portais le même fardeau que lui. Et c'était mon idée de rester soldat tout le temps. C'est les événements qui ont fait que j'ai dû prendre des commandements importants. Alors nous voilà partis en Russie. Et nous sommes à ce moment-là dans la Wehrmacht, dans la vieille armée régulière, de même que les Espagnols, de même que les Français. Et alors là arrive ce grand phénomène du front, où va en quelques années se créer l'Europe. Pour la première fois, des centaines de milliers de jeunes gens non allemands vont vivre pendant 4 ans dans les pires tourments de la guerre, dans la fraternité du sang, du sacrifice et de la mort, et enfin se comprendre. Cette compréhension qui était inexistante, elle a été là charnelle. Nous avons été vraiment l'Europe charnelle, et à mon avis, c'est la seule qui puisse se faire. Et quand c'est une Europe des mercantis comme maintenant, on pense à des intérêts matériels, et quand il y a des intérêts matériels, c'est toujours les disputes comme dans un ménage. Il faut un grand fluide qui est l'amour, et la compénétration des êtres, et c'est ça que nous avons eu. Ça s'est passé. Cette compénétration, on a mis le temps avant qu'on se retrouve tous, et puis il y en avait qui étaient dans Wehrmacht, d'autres qui étaient ailleurs, et au bout de 2 ans du front de l'Est, il y arrivait toujours de plus en plus de volontaires, et nous avons vu tous que la véritable unité, c'est celle de la SS, parce qu'elle était en même temps politique et en même temps militaire. Monsieur Deguel, qu'est-ce que c'était la SS Occident? Oui, eh bien, il faut d'abord ne pas confondre. Tous les gens croient tout le temps que la Waffen-SS, c'était les SS. C'est deux choses absolument distinctes. Les SS, c'était quelques milliers d'invalides, ou de soldats qui avaient été blessés, ou de vieux bonshommes, qui gardaient plus ou moins les camps de concentration, qui en fait étaient dans les mains des concentrés eux-mêmes, qui s'appelaient les capots et toute l'organisation intérieure, qui n'était pas allemande. Nous autres, les Waffen-SS, nous qui avons été après les Waffen-SS, nous étions les soldats qui projetions dans le combat nos idées, et qui nous préparions à la construction de l'Europe après. Mais cette conception de l'Europe n'est pas arrivée tout de suite. Je vous l'ai dit, en 1940, personne ne savait ce que c'était que l'Europe. Pas plus Hitler que les autres. Et moins encore Mussolini. Mussolini est un grand Italien, point c'est tout. Et jusqu'à ce moment-là, Hitler est un grand Allemand, point c'est tout. Et c'est la guerre qui, projetant les Allemands hors de leur pays,
leur ont fait pour la première fois comprendre ce qui se passait dans les autres pays. Et qui ont fait aussi que dans les autres pays, on a vu les Allemands, on a pu se rendre compte de ce que c'était. Et que nous étions tous des Européens, malgré les combats, les haines, nous étions les mêmes gens. Alors, ces SS sont devenus les SS de la Germanie. Ils étendaient du stade allemand, ils passaient au stade de tous les descendants de la race germanique. Et puis ils ont vu rapidement qu'il n'y avait pas que ça en Europe, que c'était beaucoup plus vaste. Et c'est Hitler, lui, qui avait du génie, qui a donné le ton. C'est lui qui a compris, comme Napoléon avait compris qu'au-delà de la Corse, il y avait la France, qu'au-delà de la France, il y avait l'Europe, et qu'au-delà de l'Europe, il y avait le monde. Eh bien, Hitler, mais très rapidement, est passé du stade allemand, du stade germanique, au stade européen. Et c'est comme ça que la SS s'est ouverte à tous les jeunes volontaires d'Europe qui partageaient la même foi. Qui la partageaient plus ou moins, avec des nuances très distinctes. Nous autres, en Belgique, nous voulions un État fort, mais qui permettait à l'individu de s'épanouir. Hitler voulait un État fort qui permettait à la collectivité allemande de s'épanouir. C'était d'autres nuances. Nous avions une conception très profonde de la spiritualité de notre peuple. Et j'étais convaincu qu'il n'y avait pas d'autre salut pour le monde que dans une grande rédemption spirituelle. C'est pour ça qu'un de mes premiers livres s'appelait Révolution des âmes. Des âmes. Ça vous ressemblez un peu à José Antonio et à Codré Anu. Ouais. N'est-ce pas? C'était plutôt ce genre-là, le nôtre. Ouais. Mais enfin, nous nous retrouvions en face d'un adversaire commun qui était, lui, la négation de tout ce que nous croyions, spirituellement et politiquement. Et nous nous retrouvions au combat, unis fraternellement. Nous ne nous connaissions pas d'abord, puis nous nous étions connus de la façon la plus émouvante qu'il y a pour des êtres de se connaître. Et nous en étions passés, comme les gens qui s'aiment, tout d'un coup, il y a des courants qui passent et qu'il faut qu'on se sent identique. On se sent identique. Et alors, l'ASS s'ouvrant à l'Europe entière, avec la volonté d'Hitler, est arrivé à devenir non plus une SS allemande, non plus une SS germanique, mais une SS européenne. Et les gens ignorent complètement ça. Nous étions 600 000 non-allemands dans la SS. Il y avait 1 million de SS, de Waffen-SS, dont 600 000 non-allemands. Et le chef de la SS qui avait le plus d'importance près d'Hitler, je suis désolé de devoir le dire, mais c'était moi. Et alors c'est bien vous dire qu'il n'y avait pas là-bas d'esclavitude, nous n'étions pas là au service des Allemands, nous étions là pour représenter notre peuple et dans l'Europe qui se faisait, être un élément vivant et avec un traitement égal. L'Europe que nous avons conçue dès ce moment-là, c'était simple. Vous aviez le grand moteur germanique. L'Allemagne est au centre de l'Europe. C'est un pays qui a le sens de l'organisation, du travail, de la perfection. Ça convenait parfaitement comme élément de marche. Mais il y avait à côté de ça tout ce merveilleux monde occidental, avec sa civilisation bimillénaire, qu'était Berlin, avec ses cochons marchant dans le sable des rues, quand Paris est un des plus grands centres de l'univers. 1500 ans après que Rome avait été la capitale du monde. Il est évident que ce bloc germanique à lui tout seul n'aurait jamais pu faire l'Europe. Il lui fallait ce grand appui occidental et c'est là que j'ai concentré mon effort. C'est à faire ressurgir une grande unité occidentale qui s'accouplerait au centre européen, mais aussi à l'immense monde slave. C'est ça que j'ai appris en Russie. C'est la qualité extraordinaire des Slaves. Moi, je suis maintenant profondément russophile. Pour moi, c'est la grande réserve de l'Europe. C'est la race la plus forte. Ils ont échappé au froid, tous les êtres faibles ont été éliminés par la température et par la dureté de leur vie. C'est un peuple qui a gardé d'immenses vertus familiales.
Il fallait voir la vie de ces gens dans leur village, cette vie fraternelle qu'ils avaient, et cette vie religieuse. Comment, malgré que l'église avait disparu, ils avaient leurs icônes, ils priaient là-devant. Les vieilles femmes nous faisaient une bénédiction sur le front quand nous partions au combat. Toujours vivants. Oui. Et alors, vous aviez là aussi, autre phénomène, vous n'aviez pas seulement l'Empire soviétique. Vous n'aviez rien que du côté européen, il y avait 20 peuples différents. Un Lituanien n'est pas un Géorgien, un Arménien n'est pas un Estonien. C'était tous des peuples distincts avec chacun une vieille histoire, une vieille personnalité. Et je le disais à Hitler, il faut constituer en Russie, mais 20 pays comme nous en avons 20 en Occident. C'est la même chose. Et c'était un problème très difficile à mettre au point avec les Allemands, parce qu'il y avait chez eux 1000 ans d'hérédité anti-slave. Non pas parce qu'ils les détestaient, mais parce que les Slaves, pendant 1000 ans, avaient toujours essayé d'avancer vers le continent européen. Et ils avaient dû se défendre avec les chevaliers teutoniques, ils avaient fait 1000 ans de combat. À ça s'était ajouté le danger terrible du communisme qui était à leur porte. Et alors, il n'y avait plus seulement le danger de la population slave, mais il y avait le danger idéologique, et il y avait cette dictature implacable de Staline qui pouvait écraser l'Europe tôt ou tard. Maintenant encore, les gens ne comprennent plus bien ça, parce que la Russie ne présente plus le même danger. La Russie s'est suicidée elle-même, en fait. Et sa théorie du marxisme devait la réduire au néant, ce qui s'est passé. Le marxisme a échoué partout, comme il avait échoué dans nos pays après la guerre, avant la guerre, et il a échoué en Russie, et vous voyez comment il a échoué en Chine, il a échoué partout. Mais c'était un grand danger à cette époque. À ce moment-là, un danger mortel. Alors, nous étions convaincus que ce danger existait, que cette guerre était nécessaire, mais qu'au lieu d'écraser ces gens, il fallait les introduire dans l'Europe, en faire une partie vivante de l'Europe. Et ça a toujours été mon plan, j'ai mis du temps à le faire accepter par Hitler, mais en fait, c'était ça notre conception de l'Europe. L'Europe allant depuis la mer du Nord jusqu'à Vladivostok. Une Europe qui aurait donné à la jeunesse d'à présent toutes les possibilités. 10 000 kilomètres d'expansion pour l'activité de toute la jeunesse, au lieu d'avoir comme maintenant dans le marché commun 16 millions de chômeurs. Tous ces jeunes garçons auraient pu réaliser tout ce qui passait dans leur imagination. Alors, c'était cela qu'est devenue la SS, avec le temps. Et parce qu'aussi nous avons posé nos conditions. Nous ne sommes pas entrés dans la SS comme ça, parce qu'on nous disait d'entrer. J'ai eu des débats, moi, tout ça existe, les comptes rendus existent, mais des débats terribles avec Hitler et Himmler là-dessus, exigeant notamment le maintien de nos prêtres catholiques. Ça c'était aussi un événement. Et je le disais à Hitler, si nous gagnons après la guerre, moi je vais être celui qui réintroduira dans le grand bloc européen la spiritualité. Parce qu'elle est indispensable pour que ça soit grand et que ça dure longtemps. Et nous sommes entrés avec notre drapeau, avec notre commandement. Je n'ai jamais admis un Allemand à un poste de commandement. Nous n'allions pas au service de l'Allemagne, mais je le répète, de notre peuple. Et nous allions là pour le représenter, défendre ses droits. Mais vis-à-vis des Allemands, ils s'étonnaient même de ça. Hitler un jour me disait, mais Léon, si je comprends bien, c'est pas vous qui collaborez avec moi, c'est moi qui collabore avec vous. Et c'était la vérité. Je lui ai dit ça. Pourquoi il me disait, pourquoi vous ne voulez pas d'officiers allemands dans vos rangs? Je lui dis, si j'avais des officiers de mon peuple qui commandaient l'une ou l'autre grande unité allemande, ça me serait égal. Comme ça me serait égal s'il y a un gouverneur allemand en Belgique éventuellement, s'il y avait 1, 2 ou 3 de mes compatriotes dans un gouvernement européen. Mais en attendant, nous devons prendre nos précautions. Et nos précautions, c'est ça, d'exiger de garder notre personnalité, notre drapeau, nos officiers, notre commandement, notre langue. Les Allemands qui servaient dans des services techniques chez nous devaient m'appeler chef et me parler en français. Et c'était quand je suis devenu commandeur de division, c'était moi, Wallot, qui décorait des Allemands de la décoration allemande de la Croix de Fer. C'était moi qui les nommais, qui les faisais monter en grade. Sans ça, si je ne le voulais pas, ils ne montaient pas en grade. Alors c'est bien vous dire comment est arrivé à un stade d'égalité étonnant. Mais pour arriver à ça, moi je vous dis, j'étais bâti comme simple soldat, dans la Wehrmacht qui n'était pas politique. Ça représentait un effort terrible.
effort physique, effort de la volonté, effort du cœur. C'est pas drôle. Moi, j'étais marié, j'avais 5 petits-enfants, tout petits, de quitter tout ça. Je me souviens le jour du départ, j'étais à mon bureau tout seul, et j'étais la tête dans mes bras croisés à pleurer. C'était une tragédie pour moi. Et qu'il y avait un grand rôle dans mon pays, tout d'un coup j'allais me retrouver au bout du monde. D'abord, j'avais toutes les possibilités de mourir. J'avais des gosses que j'allais laisser avec leur mère à la maison. Bon, les gens oublient ça. On nous traite comme des bandits. Quand nous avons sacrifié notre jeunesse, quand nous avons eu des blessures, souffert terriblement, connu toutes les épreuves. Vous êtes blessé plusieurs fois. J'ai été blessé 7 fois, j'ai eu 75 corps à corps. Mais vous avez dit que... j'ai fait ça d'ailleurs politiquement. Toujours, tout a été politique. Je partais de premier à l'assaut parce qu'il fallait que les Allemands sachent que les gens de notre pays se battaient bien. Et pour que les gens se battent bien, le chef doit aller en avant. Et quand on demande à des garçons de mourir, il faut être prêt à mourir le premier. Et alors c'est ça, j'étais obligé par les circonstances, je suis devenu caporal, parce que le caporal avait été abattu dans notre section, puis je suis devenu sous-officier, puis après ça, toujours j'étais nommé, comme on disait en Allemagne, officier pour la valeur. Je n'ai jamais été nommé officier comme ça parce que j'avais fait tant de temps. D'ailleurs, à la SS, ça ne comptait pas. C'était le courage qui comptait et l'esprit de décision. C'est le champ de bataille. Oui, cela je l'explique aux gens qui n'en reviennent pas dans les écoles de guerre. Ben, c'est les types qui sont forts en mathématiques, tout ça, ceux qui ont des grands résultats. Et puis après ça, qu'est-ce que ça donne au combat? Tandis qu'à la SS, pour aller à l'école de guerre des jeunes officiers, il fallait avoir montré ses dons de courage, avoir gagné la croix de fer, et ses dons de commandement être devenu sous-officier. Alors on partait à l'école de guerre. École de guerre très dure, pour former des chefs politiques en même temps que des soldats. Et puis ces jeunes garçons revenaient au front, c'était une hécatombe d'officiers, parce que l'officier SS devait toujours aller en avant. Et les troupes de la Waffen-SS, c'était les troupes qu'on prenait chaque fois que ça allait mal. Quand il fallait faire une rupture ou quand il y avait une rupture. Personne ne connaît les chefs. Les chiffres. 402 000 jeunes Waffen-SS sont morts au combat. 402 000 sur 1 million. Nous avons eu 42% de morts et 93% de blessés. Oh ben, j'étais environ 20 000. Et alors, Wallons, comment Wallons et Flamands. Et d'ailleurs, les Flamands étaient en grande partie rexistes aussi, parce que Rex était dans les 3 parties du pays. Et là alors, nous avons été, non seulement nous les Belges, comme ça, mais les gens de tous les pays. Et chose étonnante, non seulement de tous les pays, mais même les musulmans. Chose aussi que le public ignore. 60 000 de nos camarades étaient des musulmans. Hitler était très sensible à l'islam, ça c'est vrai. Mais d'autre part, il savait les possibilités immenses que représentait l'islam pour une Europe unie. Il était sensible à l'islam du point de vue religieux. Du point de vue religieux, oui. C'est un homme profondément religieux, quoi qu'on en pense, et qui est resté tout le temps catholique. Il était anticlérical, c'est autre chose, parce que le clergé politique, avant Hitler, avait été féroce contre le national-socialisme. Puis après, il avait été à plat ventre, comme ça s'est toujours passé. L'Église a toujours été en retard, puis se précipite au pied du vainqueur. Bon. Et alors, Hitler avait pris ses musulmans, avait ouvert ses rangs aux musulmans, parce que, tôt ou tard, l'Europe allait avoir besoin de cet immense monde musulman, de ses pétroles, et qu'il fallait avoir là des camarades. Et ce que Hitler voulait, c'est former des divisions de jeunes SS, Waffen-SS musulmans, qui après ça feraient dans leur pays la transformation nationale et socialiste qui ferait qu'on aurait lutté en camarades au lieu d'être livrés comme maintenant à d'abominables disputes d'intérêts. Et c'est à tel point que j'ai vu au Nouvel An 1945 les 60 000 Waffen-SS recevoir d'Hitler une petite chaîne en or avec un Coran. Chacun recevait un Coran comme souvenir. C'est bien vous dire que le racisme, ça ne consistait pas du tout à aplatir les autres races. Le racisme consistait à faire des gens de son pays une race puissante, à avoir des jeunes garçons solides, comme étaient ces jeunes garçons dans la jeunesse hitlérienne, des belles filles splendides, pleines de santé, des familles nombreuses. Ne jamais oublier que sous Hitler, il y a eu 1 800 000 enfants. Mais quand les gens ne sont pas heureux, il n'y a pas de gosses.
Quand on a des gosses, c'est quand on sent que ça va bien, qu'on a des ressources et qu'on a la paix. Et il y avait à ce moment-là 3 fois plus d'enfants qui naissaient en Allemagne qu'en France, parce que l'Allemagne était devenue un pays qui avait connu une révolution sociale formidable, les ouvriers gagnaient le double, les usines marchaient bien, les 6 millions de chômeurs avaient été résorbés, il y avait des grands travaux partout. C'est ça qui avait fait la fidélité de tous ces gens, parce que quand Hitler a gagné, il ne faut pas oublier qu'il y avait 6 millions d'électeurs communistes. Et on dit toujours, oh, mais il les a écrasés, il les a obligés de devenir nazis. Nazis, c'est l'insulte, nazis. Mais pas du tout. Ces gens-là ont eu l'occasion, s'ils avaient été convertis par la force, au front de l'Est, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient. Nous avions des petites positions distantes de 100 mètres, on passait comme on voulait dans l'autre sens. Moi-même, j'ai été faire des incursions de 10 km à l'arrière des lignes soviétiques. Jamais ça ne s'est produit. Ces gens-là étaient complètement donnés à leur cause. Alors les Waffen-SS, dans tout cela, devait donc être la superposition politico-militaire de l'Europe nouvelle. Alors vous direz, c'est la force. Il y aurait eu cela en partie, c'est évident. Rien de grand dans le monde n'a été fait sans la force. Quand même, quand Jules César a conquis les Gaules, il n'a pas été avec un bouquet de violettes. Et quand Trajan est arrivé à l'Indus, mais il ne portait pas des marguerites, ils allaient là avec des armées. Quand les rois de France ont fait l'unité de la France, mais ils l'ont fait avec des bombardes. Quand les rois catholiques ont fait l'unité de l'Espagne, mais ils ont conquis Grenade après un siège de 11 années. Tout est comme ça. Ça vaudrait mieux que ça se passe dans des grandes embrassades. Don de Grelle, quand vous étiez dans la SS, vous connaissez déjà Hitler ou vous l'avez connu après? Oui, je connaissais Hitler depuis longtemps. Et c'était très drôle d'ailleurs. C'est par hasard que j'ai connu Hitler. Mussolini, non, je l'ai connu parce qu'il m'avait invité. Quand j'ai eu gagné ma grande bataille électorale, il m'a invité à Rome. J'ai passé là une semaine magnifique chez lui. Mais au contraire, lui me disait attention Hitler. Mussolini était fondamentalement hitlérien. Il ne faut pas oublier ça. Il me disait attention, attention. Il avait peur? Oui, il était jaloux. Et puis il avait peur. Ouais. Au début, il regardait d'un petit air protecteur. Ouais. Et puis après ça, on m'avait monté. Ça devenait pour lui Mussolini vous a aidé? Un rival. Oui, Mussolini a toujours été un véritable camarade, tout le temps. Tandis qu'Hitler, c'était autre chose. Avoir des contacts avec Mussolini, c'était sans danger pour mon pays, puisque nous étions loin. Et qu'au contraire, on était très unis, puisque les familles royales étaient unies. Tandis qu'Hitler, c'était le voisin. Et nous avions déjà eu les Allemands en 1914, 1918, et nous en avions gardé un souvenir affreux. Donc, nous prenions nos précautions. Et je l'ai vu absolument par hasard. J'étais parti en excursion avec 2 de mes députés et ma femme en Allemagne. Et nous étions arrivés à Berlin, comme des touristes, sans avoir prévenu personne de rien du tout. Et nous arrivons là un dimanche matin, et nous sommes allés à la messe, ma femme et moi, à l'église Saint-Edwige. Et quand nous revenons de la messe, il y avait un monsieur, là, un grand type, qui était là dans le salon d'entrée avec un grand bouquet de fleurs dans les bras. C'était Ribbentrop. Ils avaient appris, ils savaient tout, les Allemands, par leur service secret ou par l'ambassade d'Allemagne, je sais comment que j'allais me balader en Allemagne. Il m'avait guetté au passage et il venait m'inviter à déjeuner chez lui. À ce moment-là, n'oubliez pas, c'était à l'été de 1936, quand j'avais eu ma grande victoire, on parlait de ça beaucoup dans la presse. Et il m'invitait. Bon, c'est intéressant de savoir que pensait quand même l'homme le plus important de la politique extérieure de l'Allemagne. On se met d'accord, nous allons déjeuner chez lui, et à la fin du déjeuner, comme c'était toujours chez les grands chefs allemands, ils disparaissaient avant la fin du repas. Ils allaient téléphoner à Hitler. Nous autres, on prenait le café, puis tout d'un coup, il réapparaît, il dit, je viens de parler avec le Führer, et il désirait beaucoup vous connaître, il vous invite à prendre le thé. Je ne pouvais pas dire non. Et j'étais là, alors là, c'est le phénomène Hitler. En 10 minutes, ça y était, nous nous étions foudroyés mutuellement. Parce que ça n'a pas, c'est pas moi qui devrais le dire, mais c'est pas lui qui m'a dominé, non, on s'est dominé autant l'un que l'autre. En un quart d'heure, nous étions liés pour toujours. Le coup de foudre des amoureux. Ouais. Nous avions en nous les mêmes forces explosives, les mêmes ondes,
Et tout ça s'est lié pour toujours. Et c'était d'ailleurs un homme très raisonnable. Je parlais avec lui de la question de Eupen et Malmedy. C'était la seule question. Eupen et Malmedy, c'était deux villes qui avaient été prises par la Belgique à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et que les Allemands auraient voulu récupérer. Et je lui avais proposé une solution qui était bien simple. Je disais qu'on fasse un plébiscite et que vous veniez parler en même temps que le roi des Belges, tous les deux. Et à la fin, les gens décideront. Et quand le plébiscite sera terminé, quelle que soit la solution, ça marquera la réconciliation, vous reviendrez l'un et l'autre, sceller ça. Et le roi Léopold avait donné tout de suite son accord sur cette formule-là, et puis dans la vague politicienne a empêché l'affaire. Mais voilà donc chez Hitler. Nous avons été là eu 2 heures de conversation extraordinairement intéressantes, passionnantes, où j'ai vu ce qu'était un génie. Parce qu'évidemment, maintenant, il faut dire à tout le monde qu'Hitler était un monstre épouvantable. C'était le grand homme du siècle, l'un des plus grands hommes de l'histoire. Et cet imbécile de nier ça, c'est l'évidence, l'histoire le dira. Qu'est-ce qui vous a frappé plus? Eh bien, pas une chose plus que l'autre, tout était chez lui, le génie. C'était le génie politique. L'homme qui tout de même, arrivant à la tête d'un pays divisé, ruiné, en 2 ans avait réuni toutes les forces politiques de son peuple en un seul grand mouvement, qui est un mouvement totalement lié à lui jusqu'à la fin. C'est aberrant de dire que c'était une poignée de gens, que c'était la force, que c'était la police. Hitler se promenait librement comme il voulait. Il allait étant chancelier, il allait encore son vieux café à Munich boire un pot. N'est-ce pas, il n'y a jamais un homme politique qui a eu une vie aussi libre que lui parmi le peuple allemand. Alors le génie social, vous savez, tous nos pays qui étaient corrompus par le marxisme, c'est-à-dire par la lutte des classes, on jetait les classes imbécilement les unes contre les autres, alors que déjà même unis dans un travail commun, c'est déjà bien difficile de s'en tirer. Et ce sera de plus en plus face à l'immense concurrence du reste du monde. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du siècle, nous ne serons plus que 5% de l'humanité. Alors la lutte des classes, c'était déchirant, tout ce qui était encore, qui pouvait encore tenir, c'était arrivé à l'anéantissement économique. Et c'était arrivé à la haine des gens les uns contre les autres. Et Hitler vous disait que s'il avait un fils, vous voulez... Ah oui, mais ça c'est plus après ça qui venait, parce que c'est après la guerre, me montrant sous un autre aspect, lui aussi pendant un aspect, on est arrivé alors, pendant la guerre, j'étais à la fin de à 2 reprises chez lui, une fois pendant une semaine, et alors on est arrivé vraiment au stade de l'affection. Et en fait, c'est bien probable que si Hitler s'était retiré après la guerre, ben, j'aurais eu la possibilité de continuer à sa place. Et c'était son désir d'ailleurs. Il m'a dit ça, moi je voudrais bien avant me retirer, passer 10 ans à écrire des ouvrages de philosophie. C'était drôle. Parce que c'était, à tous les points de vue, disait le génie politique, le génie social. 6 millions de chômeurs, mais personne n'a eu un drame pareil en Europe devant lui. Et personne n'a su le régler, même partiellement. Dans tous nos pays, on reste avec une masse immense de chômeurs. On va dire, oh, mais c'est parce qu'il a préparé la guerre. C'est complètement faux. Le chômage était entièrement résorbé quand l'Allemagne a commencé un début de réarmement. N'oubliez pas que quand Hitler est arrivé au pouvoir, l'Allemagne n'avait comme char de combat que des camions avec du carton. Avec une armée de pas même 100 000 hommes, c'était rien. Aussi économique. Oui, il y a eu pendant deux années, il y a eu une rénovation économique prodigieuse et qui a servi à la fois aux patrons ouvriers. Les patrons, on leur serrait la vis. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Il fallait avoir des usines convenables, on a dû faire des travaux considérables partout, des locaux qui étaient des locaux où on pouvait travailler en paix, des piscines, des champs de sport, des salles à manger, tout ça. On leur a fait 1 750 000 maisons, pas de ces logements anonymes comme des vraies prisons au centre des villes. Chacun avait sa petite maison, avait son jardin, les gosses pouvaient jouer, la femme pouvait avoir ses salades, l'homme pouvait lire son journal dans son fauteuil. C'était humain. Les autostrades. Et imaginez ça, c'est 7000 kilomètres d'autostrades avec ces villes qui accompagnaient la construction de ça.
parce que c'est des milliers d'ouvriers, mais ces ouvriers étaient avec leurs familles, avec leurs gosses. Il y avait une véritable cité itinérante, avec ses cinémas, avec ses salles de jeu, avec ses restaurants. Tout ça avançait avec la route. Et chaque ouvrier avec une auto, qui payait 5 marks par jour la Volkswagen. Quand à ce moment-là, il y avait que les gens très riches qui avaient des autos. Chaque ouvrier pouvait promener ses gosses, sa femme, voyager à travers l'Allemagne. Ils avaient des vacances, les vacances ouvrières. J'ai lu ça dans le Mont Missel, où on ne parle que de marxisme, toujours en note, et on disait le Front populaire en 1936 accorde aux ouvriers une semaine de congé. Mais il y avait 3 ans que ça existait en Allemagne et qu'Hitler avait créé des congés payés qui allaient jusqu'à 22 jours et pas une semaine. Et c'était des congés gratuits, on avait fait pour des grandes plages, il y avait les bateaux pour les promener sur les mers. Cette révolution sociale a été extraordinaire et c'est comme ça que la masse ouvrière est devenue hitlérienne. C'est pas parce que la police y a obligé. D'ailleurs, c'était bien ça, on l'a vu au front de l'Est. Ils sont restés d'une fidélité merveilleuse tous. Et Hitler a changé à la fin, la dernière fois qu'il avait vu quand il était... Non, ben, physiquement, il avait changé. Mais ce qu'il y avait aussi de très intéressant avec lui, c'était la partie artistique intellectuelle. C'était un homme profondément artiste. La beauté, c'était sa passion. C'est comme ça qu'il avait commencé. Et il consacrait son temps à l'art partiellement et à la lecture presque totalement. Parce qu'on a souvent des peintures médiocres d'Hitler. C'est les petites peintures d'église. Ouais. On a beaucoup de celles-là. Et ça, c'était très drôle. Il faisait ça pour aller les vendre les samedis à la sortie des mariages des églises. Il disait, ils achèteront ma petite peinture. Et avec ça, il avait mangé pendant sa semaine et il pouvait lire et penser. Quand il était jeune. Mais il avait tout lu. Ouais. Il était au courant de tout. Il avait une passion. Alors la peinture, il y avait un Botticelli au-dessus de son lit. Ouais. C'est une chambre de moine, mais avec un Botticelli. C'est lui, tout était beauté. Et d'ailleurs, là, il avait raison, il n'y a que ça qui compte. Il y a Dieu et il y a la beauté. S'il n'y a pas la beauté pour illuminer la vie est tellement médiocre. Regardez ici ce paysage, la mer, les montagnes. Moi, j'ai besoin de ça. Ouais. Je me souviens encore quand j'étais en prison, enchaîné, comme ça qu'on me traîne dans les prisons françaises, eh bien, je m'étais laissé tomber à genoux pour ramasser 3 petits brins d'herbe par terre, pour avoir encore un petit peu de la nature. Et sans la beauté, je ne pourrais pas vivre. Même au front de l'Est, pour manger mon rat épouvantable, j'avais pris avec moi un merveilleux couvert en argent Louis XIV. Oh, épouvantable rat. Et vous avez aussi des livres. Alors, j'en portais, c'était aussi comme il voulait porter ça sur son dos. Et mon grand compagnon, là, c'était Pascal. C'est parce que j'avais le Pascal d'une édition sur tout fin papier de la Pléiade, c'était 2000 pages. Alors ça, c'était encore facile. Puis j'écrivais aussi, dès que je le pouvais, mon livre Fait le poste était écrit au fond. C'était toutes les petites cartes. La Fait le poste, c'était des cartes postales, c'était mes impressions. Alors, c'était, quand vous étiez avec Hitler, on pouvait parler de tout, tout était passionnant. Et d'ailleurs, l'effort artistique qu'il a fait, les constructions merveilleuses qui ont été faites. On a dit qu'il avait des changements d'humeur. Ah, tout ça. Ça aussi, c'est une histoire incroyable. Qui se roulait par terre et qui mangeait les tapis. C'était l'homme le plus gentil de la Terre et le plus amusant. D'ailleurs, l'ambassadeur Schmitt, dans ses mémoires, raconte ça. Que je lui parlais sur un ton que personne n'aurait jamais osé employer et que finalement, nous rions tous les deux, ça amusait beaucoup. C'était comme ça. C'était un Autrichien et c'était beaucoup plus que ça. C'était un homme imprégné jusqu'au fond des moelles de la civilisation, notamment de la Grèce. C'est ça qui est drôle. Un jour, je lui disais, comme ça on parlait de l'Europe, je lui disais même finalement, parce qu'il avait dépassé le stade autrichien, bavarois, tout ça. Je lui disais, mais au fond, vous, qui êtes-vous? Et il me dit, moi, je suis grec. Et on dit, moi, je suis grec. Mais c'était très frappant. Et d'ailleurs, la Grèce avait une grande influence chez tous ces gens, chez Göring, qui avait un palais, il y avait une trentaine de sculptures grecques qui étaient admirables. Mais Hitler, c'était la philosophie grecque, la sagesse grecque, la bonté grecque. Mais devant moi, il se moquait d'Himmler, qui faisait faire des fouilles pour retrouver des vieux pots germaniques. Il lui disait, vous trouvez 2, 3 vieux pots qui n'ont ni queue ni tête, alors qu'à ce moment-là, il y avait Phidias en Grèce, n'est-ce pas? Et pour lui, c'était le sommet de la civilisation, de l'équilibre de l'homme, et aussi de la démocratie politique. N'est-ce pas? Hitler n'avait rien d'un tyran.
Et il avait horreur de la brutalité, de la sauvagerie. Quand on lui citait un cas ou l'autre d'un acte violent qui avait été commis d'un côté ou de l'autre, ça le remplissait de fureur. Ça le mettait de mauvaise humeur. Et le côté exotérique, on dit, du nazisme, c'est réel? Non, les histoires de sorcières et tout ça, de calendriers, ça n'existait pas. C'était un homme simple, on était assis comme nous sommes assis, il y avait la cheminée là parce qu'il fallait faire du feu, c'était un baraquement en bois, comme les baraquements des camps de prisonniers, c'était pas plus luxueux, il marchait, parce qu'il, comme beaucoup d'hommes d'action, pour penser il faut marcher. Et il marchait avec son chien Blondie près de lui. Il retournait, Blondie retournait, il retournait, Blondie retournait. C'est un spectacle très drôle. Mais, par exemple, pour dire à quel point c'est un homme simple, tous les jours à minuit, qui est n'importe arrêté pour aller préparer la nourriture de son chien. Il préparait lui-même, il donnait lui-même la nourriture à son chien. Et vous avez connu, comme vous avez connu Hitler, vous avez connu Churchill? Oui, mais je les ai connus tous parce que la Belgique était un petit pays. À ce moment-là, on ne pensait pas encore à l'Europe. Mais pour l'avenir de notre pays, si je dois un jour avoir la responsabilité de mon peuple pendant 20 ans, 30 ans, il faut que tout soit assuré au dehors. Et c'est comme ça que je m'étais d'abord assuré un ennemi puissant, un ami puissant avec Mussolini, mais qu'après ça, j'ai vu tous les grands dirigeants politiques français. Et notamment, j'ai été ami dès ce moment-là avec le maréchal Pétain. Mais j'étais chez Hitler, je vous l'ai dit, mais j'étais de la même façon chez Churchill. C'est Churchill d'ailleurs qui m'a invité. Ou à Londres? À Londres, j'ai dîné avec lui à la Chambre des communes. Quelle impression avez-vous? Quand on avait connu Hitler, c'était rien du tout. Hitler était un génie foudroyant, tout respirait en lui, le génie, c'était une explosion. Tandis que Churchill, c'était un homme assez gros. Il avait une tête de bébé. Il ne connaissait rien. Il n'avait pas de culture. Il était un très mauvais étudiant, il n'avait jamais rien lu. Il avait un esprit assez aventureux, mais c'était surtout un vieil anglais. Comme la mère, ta chère maintenant est une vieille anglaise. C'était ça, il y avait l'Empire, 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 l'Empire. Et ce que leur offrait Hitler, c'était d'ailleurs pour eux le salut pour sauver leur empire. Il leur disait, vous autres, vous avez une vocation sur les mers. Vous avez porté la civilisation européenne à travers l'univers. 500 millions de personnes sont en contact avec vous. Là est votre mission. Tandis qu'en Europe, vous n'avez jamais semé que le désordre. Et c'était vrai. Jamais l'Europe ne s'est occupée du continent que pour le détruire. Quand ils voyaient... Vous avez dit l'Europe, l'Angleterre. Non, l'Angleterre n'a jamais été intéressée à l'Europe que pour la détruire. Chaque fois qu'en Europe, un homme important surgissait, qu'il s'agisse de Louis XIV, ou qu'il s'agisse de Napoléon, ou qu'il s'agisse de Guillaume II, ou qu'il s'agisse d'Hitler, chaque fois il fallait trouver des alliés n'importe où. Mais comme ils l'ont fait avec le tsar, ils l'ont fait avec les soviets, pour détruire ce qui se faisait. Et Churchill disait lui-même, si je dois un jour choisir entre le continent et le grand large, je choisirai le grand large. C'était leur vocation. Donc Hitler favorisait leur vocation. Mais il disait l'Europe, laissez-la aux gens du continent européen, que ce soit eux qui passent leur union. Et Hitler était favorable aux Anglais? Oh, j'ai jamais vu un anglophile comme ça. C'était même malheureux, c'était trop. Parce qu'il était naïf, les Anglais, eux, étaient bien décidés à ne jamais être européophiles. Ils étaient anglophiles, eux, mais Hitler l'était par sentimentalisme, c'était des vieux souvenirs de la guerre. Il avait lutté contre les Anglais, il admirait les Anglais. Et il a toujours voulu la réconciliation avec l'Angleterre. Il le voulait déjà dans Mein Kampf. Il ne faut pas oublier ça, il n'a pas inventé ça par la suite. C'est dès le début, avant son action, qu'il était anglophile. Il voulait deux choses, la réconciliation avec l'Angleterre, avec l'Italie. Il a toujours été italophile, au contrairement à Mussolini qui n'est pas germanophile, et il était surtout anglophile parce que c'était là, au fond, qu'il y avait le danger pour l'Europe. Mussolini n'était pas un danger. Et dès le début, il écrit ça, et puis toute sa politique était inspirée par ça. C'est comme ça que, bien avant la guerre, il a fait l'accord naval avec les Anglais, qui était au fond la démolition du traité de Versailles. Les Anglais se fichaient pas mal du traité de Versailles dès que c'était leur intérêt. Et alors, qu'est-ce qu'a fait Hitler? Il avait vu que la Première Guerre mondiale avait éclaté parce que l'Allemagne voulait avoir une grande flotte. Alors les Anglais étaient jaloux. C'est ça qui a déclenché la guerre du côté occidental.
Eh bien, il a dit, je vous laisse la flotte. Moi, il me suffit que j'ai le tiers de la vôtre. L'accord était fait là-dessus, les Anglais s'assuraient le domaine des mers, et Hitler était absolument d'accord pour ne s'occuper que du continent. Et même le tiers de bateaux, il ne l'avait pas fini quand est arrivée la guerre de 40. Il n'y avait aucun plan pour débarquer. Il n'y en a jamais eu. Et il aurait pu écraser définitivement l'Angleterre à Dunkerque. C'est une chose étonnante, ça. Il a laissé filer les Anglais. Léon Degrelle, on a parlé de Dunkerque. Oui. Hitler a laissé partir les Anglais. Oui, et ça a d'ailleurs été quelque chose d'absolument tragique. C'est là que la guerre s'est décidée. L'Angleterre était libre, on pouvait la prendre comme on voulait. Et j'étais tellement stupéfait de ce qu'il ait raté cette occasion que je lui ai dit un jour, mais enfin, comment vous avez laissé perdre cette victoire? Et il m'a répondu, mais je l'ai voulu, parce que je n'entendais pas qu'une grande victoire sur les Alliés les ait humiliés et rendre la réconciliation plus difficile. Non. Même à ce moment-là, ce qu'ils pensaient, c'était se réconcilier avec eux. C'était tellement facile à ce moment-là de débarquer en Angleterre, tout était libre. Leur force était sur le continent, à Dunkerque, il y avait 300 000 hommes qui allaient être pris, et sur le territoire, il n'y avait plus que des gardes civiques et des histoires de rien du tout. J'ai eu deux de mes officiers du front de l'Est, qui étaient aviateurs à l'armée belge, et qui, lors de la capitulation de l'armée belge le 28 mai 1940, sont filés en Angleterre parce qu'ils ne voulaient pas capituler. Ils sont arrivés dans un champ d'aviation, il n'y avait pas un chat. Ils sont restés 1 heure, puis ils se sont dit, messieurs, nous avions été une division aéroportée de la Wehrmacht, nous descendions de la même façon, tout était libre, ils ont pris leurs avions, ils sont revenus, et ils ont terminé avec nos front de l'air. C'est bien pour vous dire. Et c'était comme ça avec Rudolf Hess, Rudolf Hess, il l'a envoyé encore pour essayer de tenter cette réconciliation, et même avant de mourir, c'est encore à ça qu'il pensait. C'était invétéré chez lui. Pour lui, c'était le peuple ami, c'était le même sang, et les deux seraient partis cet hiver. Et dans l'entourage d'Hitler, il avait la même pensée? Oui, c'était très différent. Les grandes vues mondiales, c'est Hitler qui les avait, comme le génie, il est universel. Comme vous avez vu le génie de Napoléon qui voyait le monde entier parti de la petite Corse, mais c'était l'homme parti de Braunau qui a eu la même conception, non seulement du monde nouveau, mais de l'homme nouveau. Tandis qu'autour de lui, il y avait toute une série de collaborateurs extrêmement importants, mais qui étaient des hommes très intelligents. Pas les hommes génies, il en suffit d'un d'ailleurs. Quand il y en a deux, c'est la bagarre. C'était le cas entre Hitler et Staline. Qui était le plus intelligent? Le plus intelligent, c'était Goebbels. Qui avait une intelligence foudroyante, d'une précision, d'une méthode. Cet homme qui, malgré tout son travail de ministre, écrivait 12 pages de souvenirs tous les jours. Himmler? Non, Goebbels. Oui, mais Himmler, non, Himmler, on a eu ses propos très très intéressants. Mais c'est ce qu'on prenait à la dictée, tandis que lui, il l'écrivait de sa main. Et c'était comme ça jusqu'à la fin, le courage même et la modestie. Quand on vient faire croire que ces gens étaient remplis d'argent, tout le monde là-bas était pauvre comme Job. Il n'existe pas les trésors alors du tout. Moi j'en sais quelque chose, si j'en avais eu un, j'en aurais quand même eu ma petite part, j'avais eu un phénix. Et la campagne de Russie? Comment? Je peux... Oui, mais ici, le Goebbels, c'était à ce point que pendant la guerre, il a pris une hypothèque sur son appartement. Il n'avait même pas avec son traitement suffisamment d'argent pour vivre. Le seul qui vivait principalement, ça c'est l'autre, c'est Goering. C'est un autre tempérament, mais tout à fait différent. Goebbels, c'était le petit rénant comme ça, sérieux, appliqué à sa besogne. L'autre était débordant de puissance physique et de bonne humeur. C'est un type très drôle. Et lui, il était devenu un homme très riche. Mais c'était pas pour le plaisir d'argent. Il avait chez lui de tas de choses merveilleuses, mais ça, c'est pour le peuple allemand. La mère esthétique. Oui, mais vous alliez à son château. Son château de Carinol, c'était comme Versailles. Il y avait 75 000 hectares. Vous tourniez en auto là-dedans, vous aviez des bisons qui vous regardaient de tous les côtés. C'était plein de bêtes sauvages qu'il avait fait installer. Vous aviez un escalier d'honneur fantastique et les chambres à l'intérieur.
vous auriez pu vous promener dans les couloirs avec une échelle de pompier mise jusque tout en haut, n'est-ce pas? Son bureau. Il y avait la fenêtre qui donnait sur le parc, directement, et sur les bisons et tout ce que vous voulez. Cette fenêtre, elle avait 13 mètres sur 14 mètres. Il appuyait sur un bouton, tout descendait au ras du sol, il était en contact avec la nature. Il avait à l'entrée, bon, il y avait une porte en fer forgé gigantesque, faite chez Krupp, mais il y avait sur le côté un rétable, avec des gothiques, avec des centaines de statues polychromées. C'était absolument prodigieux. Et qu'est-ce que c'est? Et je lui ai dit, mais comment le rétable qui est dans le fond des églises? Non, maintenant, qu'est-ce que c'est de ce Ah, je n'en sais rien. Mais je lui ai dit, mais comment vous avez eu ça? Alors je lui ai dit, ben, je l'ai changé. Alors je lui ai dit, mais vous l'avez changé contre quoi? Il fait un petit clin d'œil contre ma photographie avec une dédicace. Il y avait à son bureau, ce qui était très drôle aussi. Il y avait un immense bureau, chez lui tout était immense. Et il y avait là une statue formidable, de grandeur naturelle, à la feuille d'or. Il y avait une femme là qui dominait son travail. Et que je regarde, c'était Jeanne d'Arc. La grande héroïne française, c'était elle qui est la compagne de travail de Goethe. Et alors à sa salle à manger. Mais les cigares, c'était des cigares comme des cannes de golf, n'est-ce pas? Il avait une coupe en or avec des pierres. Et je me dis, on va apporter un tonneau d'hydromel là-dedans. On apporte une petite bouteille d'eau minérale, glou, 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 glou. Et je ne sais comment, dans la conversation, je lui ai dit, mais tiens, qu'est devenu Talman, qui était le chef des communistes? Alors il dit, bon, ben, il va très bien. Il va très bien. Je dis, ben, comment vous le savez? Oh, ben, il vient de temps en temps manger ici. Je dis, comment il vient manger ici? Oui, que j'étais son président au Reichstag. Alors quand j'ai un peu de temps libre, j'envoie ma voiture le chercher au camp de concentration. Alors on vous a présenté le Talman comme un pauvre martyr, ça. Il est mort, assassiné par l'aviation britannique et américaine qui a été bombardé le camp de Buchenwald, où ils ont tué Talman et où ils ont aussi tué la fille du roi d'Italie, la princesse Mafalda, et il a eu la jambe arrachée, on dit toujours mort dans les camps de concentration. Non, la jambe arrachée par les bombes anglo-américaines. Il y a eu près de 2000 tués et blessés au camp de Buchenwald. Alors, là, qu'est-ce que vous pensez des camps de concentration? Ah, mais ça, c'est l'autre problème, ça. Écoute, des camps de concentration, il y en a eu à toutes les guerres, dans tous les pays. En France, en 1939, avant que la guerre éclate, il y avait 49 camps de concentration. On a d'ailleurs enfourné tous les juifs, le gouvernement de Front Populaire, enfourné tous les juifs là-dedans au début de la guerre. Les Anglais ont eu des camps de concentration terribles au Transvaal, où la moitié des femmes et des enfants qui étaient enfermés là sont morts. Les Américains, pendant la guerre, ont vu dans des camps de concentration 1,5 million d'Américains d'origine japonaise. Ça, quand il faut mettre des gens, les garer quelque part, on les met dans des camps de concentration. Le camp de concentration en soi, vu les circonstances et le monde qui doit aller dedans, et au fond, c'est assez humain. Moi, je vous en parle en spécialiste, puisque j'étais dans 20 prisons et dans un camp de concentration. Dans une prison, vous êtes dans des prisons, vous êtes enfermés dans votre cellule, vous êtes là dans la semi-obscurité, tous empilés les uns sur les autres, c'est quelque chose d'affreux. Dans un camp de concentration, on voit le ciel, on peut se balader, le dimanche, on est avec les copains, tout ça. Et c'était comme ça, les camps allemands. Ne croyez pas que les camps allemands, c'est la légende qu'on vous a racontée depuis horrible. On a le docteur Richet, qui est la première sommité médicale de France, qui est membre de l'Académie de médecine, qui était le doyen de la faculté de médecine à la Sorbonne, était au camp de Buchenwald. Il a lui-même dressé le plan du ravitaillement qu'ils avaient eu. Mais pendant la guerre, ils avaient 2000 calories. C'était pas énorme, mais nous n'avions pas plus au front. Et eux recevaient des colis en quantité immense. Alors bon, donc là, c'était pas du tout aussi terrible qu'on l'a dit. Beaucoup, ils sont morts, ça c'est vrai, mais pour d'autres motifs. Il y a d'abord la souffrance d'être en prison. Il n'existait pas les chambres à gaz. Ah, ça c'est un autre problème, je vais vous en dire en parler l'instant d'après. Mais les gens qui étaient là, évidemment, il y a eu à la fin de la guerre cet afflux immense de tous ceux qui venaient de l'Est, des centaines de milliers de types qu'on était fourrés là-dedans, il n'y avait plus d'autre place, et qui étaient couverts de poux, qui avaient le typhus, tout ça, et puis les transports sur les routes étaient affreux, toutes les lignes de chemin de fer étaient détruites, toutes les gares étaient brûlées, et vous avez eu d'ailleurs les mêmes massacres de population allemande que les gens des camps de concentration. Mais pendant les années normales,
C'était une vie régulière. Je possède les statistiques du camp de Dachau. Eh bien, au four crématoire, un mois, on a brûlé 4 têtes. À Dachau, vous aviez à l'entrée une immense inscription à la mémoire des 286 000 martyrs de la tyrannie nazie. On l'a enlevé maintenant parce qu'il y a les chiffres. Il est mort 27 000 personnes de toute la guerre, dont 19 000 pendant les dernières semaines. Pendant les années normales, bon, c'était normal. La mort, évidemment, c'était pas fameux, mais enfin, c'était assez normal. Et ces gens recevaient des colis extraordinaires de leur pays, de la Croix-Rouge nationale, de la Croix-Rouge internationale, de toute une série d'organismes, des colis qui arrivaient jusqu'à avoir 11 kilos. J'ai retrouvé les listes des produits qu'on... Ah, c'était incroyable tout ce qu'ils pouvaient recevoir. Vous autres, au fond, tout ce qu'on pouvait recevoir, c'était 100 grammes, quelques caramels, ou un petit bout de chocolat. Mais eux, donc, c'était terrible, parce que c'est toujours terrible d'être prisonnier. Mais alors, qui avait-il là-dedans aussi? 80% des gens des camps de concentration, c'était les pires bandits de l'Europe. On présente ces gens-là comme les symboles du patriotisme invincible, les héros de la démocratie. C'était les pires voyous, les pédérastes, les gens qui avaient commis tous des crimes, les gens des prisons. On avait vidé toutes les principales prisons d'Europe parce qu'elles étaient nécessaires pour les troupes comme casernes. En Russie, les grandes prisons de Kiev, de Dniepropetrovsk, tout ça était arrivé dans les camps de concentration. Alors le professeur Richet explique ça, qu'il faut compter qu'il n'y avait pas plus que de 15% de déportés politiques. 15%. Et il dit, parmi ceux-là, il y avait encore beaucoup de gens très peu recommandables, notamment les communistes, qui n'étaient pas là parce qu'ils détestaient Hitler, mais parce qu'ils avaient servi Staline. Quand Staline était avec Hitler, ils étaient tous pour Hitler. Et puis ça a changé alors. Mais il y avait donc 15% de politique. Mais ces 15% de politique, qui c'était? C'était les gens de la résistance. Moi, je salue les gens de la résistance. C'est très bien d'avoir un idéal et de le défendre. Mais il y a des lois internationales. Il n'est pas permis à des civils de se convertir en faux soldats. Ou alors il faut avoir des signes distinctifs. Au moins un brassard qui montre qu'on est soldat. Ces gens ne l'avaient pas, se sont fait prendre. Ils auraient pu tous être fusillés. C'est le code international, la convention de la Haye. On pouvait les fusiller. Au lieu de les fusiller, on les envoyait dans des camps. Ils ont sauvé leur peau. C'était pas nécessairement des martyrs, c'est des soldats, ils avaient fait leur devoir, c'est respectable, mais ils avaient joué jeu. C'est comme si nous, en Russie, quand les Russes nous tiraient dessus, on avait dit, oh, ces salauds nous tirent dessus. Et nous tirions sur eux aussi, c'était logique. Alors, les champs-bagarres, ça c'est l'autre histoire. Ouais. Quand après la guerre, j'ai entendu parler de ça, moi au début, je me suis dit, mais c'est incroyable cette histoire. Jamais pendant toute la guerre, j'ai entendu un mot de ça. Et c'est quand même frappant. J'ai connu tous les grands chefs nazis dans l'intimité. J'ai connu tous les grands chefs militaires. Et non seulement dans l'intimité, mais dans les nuits entières passées à boire ensemble en camarades où on se dit tout. Jamais une allusion à cette histoire des champs-bagarres. Quand vous voyez toutes les informations de l'Église qu'il y avait des gens partout, pas toute la guerre, pas une allusion à ça. Quand vous voyez les rapports de la Croix-Rouge, notamment Auschwitz, ils disent qu'il y avait des rumeurs, et il n'y a jamais eu que des rumeurs. Et les rumeurs, il y avait évidemment des champs-bagages, mais c'était pour nettoyer les vêtements, c'était pour enlever les poux des gens. Ça existait, mais pour nous, soldats aussi, moi j'étais dans les champs-bagages. À chaque retour du front avant d'entrer en Allemagne, nous passions une journée dans les champs-bagages pendant qu'on nettoyait nos vêtements. C'était très rigolo, en discutant de bons copains, c'était pas du tout une histoire désagréable. Et Wiesenthal vous a chassé après la guerre? Bah non, Wiesenthal, non. Pas Wiesenthal lui-même. En fait, moi j'ai jamais rien eu, jamais eu la moindre incident avec les Juifs. Wiesenthal lui-même a déclaré qu'il n'y avait rien à me reprocher. À me reprocher, je voudrais bien voir, mais enfin, qu'il n'y avait rien contre moi. Alors si lui il disait ça, jamais en n'importe quelle circonstance, j'ai eu le moins de conflit avec un juif. Donc c'était inexistant. Ce qui ne les a pas empêchés de venir ici pour essayer de me rapter et se faire prendre. C'était le sous-directeur de la sûreté d'Israël, du Mossad,
Toute l'équipe s'est fait prendre dans la voiture dans laquelle ils venaient pour me rapter. Ils avaient 6 millions dedans pour leurs complices, les armes les plus modernes et une espèce de cercueil avec appareil à narcotique pour m'emmener jusqu'à la côte ici où un bateau m'attendait déjà pour me conduire en Israël. Or, jamais rien fait. Jamais. On n'a jamais pu produire le moindre petit détail. Ils ont mis en taille sur vous, non? Comment? Ils ont mis en taille sur vous. Ils Comment ont mis, on dit que si on prend des grêles, on donne $1 million. Ah oui, ça c'est après ça, mais avant, ils étaient venus pour me rapter. Ils se sont fait prendre bêtement. D'ailleurs, par hasard, encore toujours ma chance. Ouais. Quand ils préparaient leur expédition à Lausanne, un de mes amis, absolument par hasard, était venu dîner à un restaurant du port de Lausanne. Tout d'un coup, il entend mon nom. Et c'était le directeur du Mossad qui expliquait à ces types qui allaient partir, enfin exactement, les derniers détails. Il est couru au champ d'aviation, il se dit un avion, il est venu me prévenir, ils ont pu prévenir la police espagnole, ils se sont fait ramasser. Ils ont d'ailleurs été condamnés tous à 8 ans et 12 ans de prison, n'est-ce pas? Et donc là, c'était bien clair. Et d'ailleurs, là, eux-mêmes le racontent. Il y a le livre Les Vengeurs qui était paru dans toutes les langues, qui était tiré à des centaines de milliers d'exemplaires. Il y a 30 pages pour expliquer le rap pour me saisir. Et alors après ça, voilà seulement 4 ou 5 ans, le cercle Vicental, le Vicental Center, et son président, il s'appelle Cooper. Eh bien, ce Cooper a fait une conférence de presse, une déclaration qui était publiée dans le monde entier, où il déclarait qu'on mettait $1 milliard à disposition pour m'attraper. Et $100 000 à celui qui me mettait sur la piste. C'était complètement insensé. Et d'autre part, c'était criminel. Un rapt, et offrir de l'argent pour un rapt, c'est un crime. Et ça, c'était vraiment par sensationnalisme. Et c'est ça le grand reproche à faire aux Juifs. C'est le sensationnalisme. Ils veulent toujours qu'on parle d'eux. On doit toujours revenir sans fin avec ces histoires. Israël, c'est la 2000e partie de l'humanité. Il faut des titres comme ça dans les journaux tout le temps. Et alors, quand il n'y a plus rien, ben on réinvente quelque chose. On trouve une nouvelle victime. Alors on allait me là-bas, on allait me soumettre à aller voir quoi, me faire avouer n'importe quoi, ou dire que j'avais avoué n'importe quoi. Donc il n'y avait rien, absolument rien. Alors, c'est un échange à gaz, vous voyez. Ouais. C'est comme ça que est arrivé l'histoire des Juifs. Il n'y a pas eu, à mon avis, il n'y a pas eu de chambre à gaz. Longtemps, moi, j'ai douté, ça me paraissait drôle. Et puis on arrivait avec des récits horrifiants, tout ça. C'était quand même impressionnant. Et puis les films. Et alors tout le public, c'est clair. Il y a eu 6 millions de morts dans les chambres, de Juifs morts dans les chambres à gaz, c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, il n'y avait pas 6 millions de Juifs en Europe. Il y en avait 5,5 millions. Ça veut donc dire qu'il y en a 500 000 qui sont morts 2. Les Juifs, c'est des gens extraordinaires, mais mourir 2 fois, c'est quand même... Il n'y a eu que quelques cas dans les miracles du Christ. Bon, alors, les 6 millions en question, qui étaient 5,5 millions, et ces gens, c'est évident qu'ils ne sont pas morts. Il y en a un certain nombre qui sont morts, peu d'ailleurs, qui sont morts de maladies, du typhus, des histoires pareilles. Ça c'est bien, on les a mis au four crématoire, il y a des fours crématoires partout. Maintenant c'est un mode moderne d'en finir avec les corps. Mais ces Juifs qui étaient en Europe, et quand même, il y en a plus de 2 millions qui sont partis en Israël à la fin de la guerre. Il y en a plus de 2 millions qui sont partis en Israël, donc ils n'étaient pas morts, ceux-là. Dans tous les pays, il y en a plus que jamais. Alors, il faut quand même se poser la question entre gens sérieux. Mais qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Est-ce qu'on a d'abord jamais permis à une équipe scientifique d'examiner, soi-disant, une chambre à gaz? Jamais. On vous montre ça, on ne sait même pas si c'est vrai, si c'était refait, ce qui s'est passé. On dit 6 millions, il n'y a jamais eu 6 millions. On vous dit des chiffres absolument inouïs, des gens qui sont morts là-dedans. Mais je relisais encore ces jours-ci dans le journal français L'Éclair de 1945. C'est un de ces journaux de la Libération en France. Mais il y avait Gerstein, qui est le plus grand témoin des Juifs donné par les Juifs sur les chambres à gaz. C'est un Allemand. Ce Gerstein expliquait comment on les mettait, on les entassait à 110 au mètre carré. D'abord, vous imaginez 110, ça veut dire 440 dans une petite salle de bain de 2 mètres sur 2 mètres. Ça veut dire 18 sur la lunette du WC.
Ça, c'est des choses grotesques. Monsieur Degrelle, les chambres à gaz existaient exactement? Oui, mais vous avez entamé ce sujet-là. Je vous dis, j'ai hésité longtemps. Et je comprends qu'on doute. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dise ça existait sans savoir comment ça existait. Je demandais un jour, je parlais de ça un jour devant des journalistes de gauche, et il y a une femme journaliste intelligente qui me dit, mais vous n'avez pas vu Holocauste. Holocauste, c'est un film d'imagination, ça ne suffit pas comme preuve scientifique, ça. L'histoire dont on a fait le grand événement de l'après-guerre et de la guerre, finalement, cette épopée immense qu'était cette guerre, ça se réduit à ça. Ce qui est d'abord inintelligent. Et en second lieu, si on veut que ce soit l'affaire importante, il faut au moins que ce soit étudié, qu'on sache s'il y a eu quelque chose. Alors longtemps, on s'est dit, ben oui, c'est comme ça, puisqu'on le dit. Et puis il y a quelques savants qui ont commencé à douter de ça. Pas le public normal. Un homme comme le professeur Forisson, c'est un professeur de l'étude des textes à l'université de Lyon. C'est un anti-nazi. Et c'était le fils d'une Anglaise. Et pendant 11 ans, il étudie comme ça tous les textes. Il dit, mais ça ne va pas, ça. Il y a des choses qui ne sont pas claires là-dedans. Et il était sur place, il a passé 40 jours à Auschwitz. Il a étudié tous les documents qui c'est partout là-dessus. Puis je dis, c'est pas possible, ça n'a pas marché cette affaire. C'est faux. Et il a fait une déclaration disant, il n'y en a pas eu. Ça a fort scandalisé. Mais il y a quand même un certain nombre d'autres savants, dans tous les pays, qui ont repris ce problème. Et au moins à partir de ce moment-là, on se disait, mais qu'est-ce qu'il y a eu, on devrait se dire, qu'est-ce qu'il y a eu exactement? C'est trop facile de nier sans preuve. Et on est arrivé maintenant, à mon avis, à la preuve définitive. Parce qu'elle est fournie par des gens qui étaient absolument en dehors du coup, par des Américains. Le directeur, l'ingénieur en chef des chambres à gaz américaines, parce qu'il y a des chambres à gaz dans les prisons, dans un certain nombre d'États des États-Unis. Eh bien, ce monsieur a été mis à un espèce de défi par le professeur Forisson. Il lui a dit, ben, allez voir, allez sur place étudier. Parce que les plus hautes autorités historiques ont reconnu maintenant que dans l'Allemagne ancienne, il n'y a pas eu de chambre à gaz. Il n'y a pas eu de chambre à gaz à Buchenwald, il n'y a pas eu de chambre à gaz à Dachau. Tout ça, c'était des mensonges. Voilà déjà une chose grave. Si on a menti aussi totalement à propos de choses qui sont maintenant établies fausses, on peut se dire, mais le reste, alors. Bon, eh bien cet homme-là a voulu aller voir le reste, parce qu'on disait, il y a le reste. Où les grands gazages ont été faits, c'est dans la zone qui était occupée par les soviets. C'est à Auschwitz, et c'est un certain nombre de localités de Pologne. Et de cet ingénieur américain, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet ingénieur américain s'appelait Leuschner. Cet homme-là s'est mis en route avec une équipe. Ils étaient 6. Et ils sont partis dans la Pologne communisée. Ils ont été étudiés au mois de février et de mars de l'année 1988. Ils ont étudié tous les camps dans la zone polonaise. Et Leuschner a publié un rapport maintenant de 192 pages, 192 pages, qui est écrasant. Il a étudié chaque camp détail par détail. Les portes, le plancher, les ouvertures pour jeter soi-disant les pastilles de gaz, n'est-ce pas, les évacuations des gaz, la sortie possible des cadavres. Et il est arrivé à la démonstration scientifique, mais absolument mathématique, qu'il n'y a pas une seule de ces chambres à gaz qui ait jamais pu fonctionner. Eh bien, il y a un an de ça, pas un mot là. Alors, ça heurte l'intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réfuter ce qu'a dit ce monsieur? Et c'est pour ça, moi, je suis convaincu que maintenant, avoir lu ces preuves qui sont écrasantes, que ça n'a pas marché. Des tas de gens sont morts, quelques centaines de mille, qui sont morts normalement de maladie. Ils ont été passés au four crématoire, mais ils n'ont jamais été gazés. Il y a eu des gazages pour d'autres motifs. Je vous dis, comme nous, soldats, nous allions à des chambres à gaz, eh bien, il est évident qu'il fallait protéger tous ces prisonniers contre les maladies qu'apportaient les poutres qui avaient le typhus. Et qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, moi, j'ai un défi que je fais, moi,
J'ai deux défis. Premièrement, un grand débat là-dessus. Que le public enfin sache à quoi s'en tire et que chacun des partis expose son point de vue. Il y a eu un grand débat monté à ce sujet-là par la télévision espagnole, à une grande émission qui s'appelait La Tarde, La Clave. À ce débat, on avait invité des gens de divers côtés, notamment le procureur général soviétique. On m'avait invité, et on avait invité M. Wiesenthal. C'était donc l'occasion pour lui d'un grand débat pour vous expliquer. Il a eu peur, il n'y est pas venu. Il avait dit qu'il envoyait un avocat de Paris dont on ne sait même pas s'il était avocat. C'est un type très douteux qui était lamentable. Et nous avons eu un débat là, depuis 9h du soir jusqu'à 1h du matin. Et je les ai écrabouillés. Ils n'ont plus rien fait. Alors je relance mon défi. Je dis à M. Wiesenthal, monsieur, vous dépendez, vous expliquez cette histoire des champs bagages depuis 40 ans, vous nous tannez avec ça depuis 40 ans, on n'entend jamais que d'autres choses, eh bien venez à un débat contradictoire. Moi, devant n'importe quelle grande radio du monde, n'est-ce pas, avec diffusion par satellite, je vous mets au défi de venir à une table discuter avec moi d'égal à égal. Vous exposez ce que vous voulez, moi j'expose ce qui me paraît juste. Je suis sûr qu'il se dégonflera. Et pourtant, il a tout pour lui. Il y a l'opinion publique qui est pour lui. Moi, je suis tout seul, ou à peu près seul, à défendre ça. Eh bien, je le dis, venez, et puis le public jugera. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est que le public juge. Ils ont gagné la partie provisoirement. Ils ont bourré le crâne à tout le monde. Tout le monde croit à cette stupidité, et ils ne veulent plus qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on fait même des lois maintenant qui interdisent de parler de ça. On ne peut même plus douter des champs bagages. Mais enfin, scientifiquement, qu'est-ce que c'est qu'une attitude pareille? Alors, premier défi. Deuxième défi. Si ces champs bagages ont été si fantastiques, eh bien moi, j'offre qu'on me mette dans une de ces champs bagages et qu'on la fasse fonctionner exactement selon les critères des grands témoins juifs de cette époque. Témoins qui ne sont d'ailleurs pas des témoins comme ce Gerstein, celui-là qui explique qu'on était à 440 à la salle de bain, n'est-ce pas? Eh bien, qu'on nous remette dans les mêmes conditions. J'y vais, moi, là-bas, et puis vous verrez, une demi-heure après, je ressortirai tout flambard et nous irons boire un verre ensemble au café d'en face. Alors, voilà, j'attends la réponse. Et je dis à M. Wiesenthal, je vous propose encore un autre défi. Moi, j'offre d'aller dans un champ bagages que vous dites tellement criminel. J'offre d'y entrer, de voir ce qui va se passer, et de vous laisser voir ce qui va se passer. Mais je vous défie aussi de vous soumettre à une seule des règlements de mort tels que vous l'expliquez dans le Talmud. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Wiesenthal, là-dessus, qu'on procède contre vous exactement comme on procédait contre les condamnés parmi votre propre peuple? Je vous désignerai n'importe lequel de ces règlements de vos tribunaux. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous acceptez qu'on vous le fasse? Moi, j'accepte dans les champs bagages. Est-ce que vous acceptez, vous, l'accomplissement exact des édits de votre justice? Oui, parce voilà. Que dans la Bible et dans les Talmuds, il y a... Mais c'est sûr, c'est bien autre chose que les champs bagages. Et d'ailleurs, cette histoire des Juifs de venir se constituer en justiciers de l'univers, eux qui commettent les pires crimes contre l'humanité tous les jours en Palestine, c'est les derniers qui ont encore le droit de parler de cela. C'est presque une histoire grotesque de voir ces gens qui tuent des femmes, des gosses, des gamines, qui écrabouillent un peuple, qui se mettent absolument contre le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, contre toutes les bases de la démocratie. Et puis ça vient jouer au modèle de l'humanité. S'il y a vraiment un crime contre l'humanité, c'est celui qui se commet en Israël maintenant. C'est pas des vieilles histoires de voilà 40 ans. Et ça, c'est dans les textes aussi religieux. Oui. Mais c'est sûr, ça fait partie de... Ils veulent toujours tout boulotter. C'est ça qui est grave chez les Juifs. Que les Juifs soient des êtres normaux, parfaitement d'accord, et qu'ils viennent manger à votre table. Moi, je n'y vois aucun inconvénient de les traiter comme je vous traite vous. Pourquoi est-ce qu'ils doivent arriver en conquérant tout un homme qui veulent tout posséder, tout diriger? Et là-bas, tout conquérir, il est évident, ils en sont toujours à leur vieux rêve messianique, n'est-ce pas, d'Israël, depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate. N'est-ce pas, c'est de ça. Et ils auraient d'ailleurs pu, ils ont eu cette possibilité-là, et elle est passée. Et maintenant, chaque jour, ils aggravent leur cas. Et tout ce qu'ils risquent, c'est non seulement que se passe l'état
de Palestine, mais qu'un jour on les fout à la mer. Ils auront tellement exaspéré les peuples arabes, c'est quand même 1 milliard de musulmans sur la terre, c'est bien autre chose qu'une poignée de juifs. Eh bien, ils commettent de telles injustices, ils provoquent tellement l'humanité qu'un jour il y aura un chacun tour, comme il y en a eu à travers toute leur histoire. Voilà des milliers d'années que c'est comme ça. C'était comme ça à Alexandrie en Égypte, c'était comme ça en Grèce, c'était comme ça à Rome. N'oubliez pas que le premier camp de concentration de juifs du monde, c'est l'empereur Tibère qui l'a fait en Sardaigne, où il a déporté 3000 juifs. Et que le dernier ghetto qui existait avant Hitler, c'était le ghetto de Rome, de sa sainteté le pape. Oui, aussi en Allemagne, ils existaient mais déjà avant c'était comme Hitler. ça en Allemagne, en Angleterre. Mais les Juifs ont été expulsés pendant 3 siècles d'Angleterre. Pourquoi? Ils étaient expulsés par Saint-Louis, ici par les rois catholiques. C'est parce qu'ils sont toujours rendus insupportables. Et la question qui devrait se poser, si nous pouvons être supportés nulle part, c'est qu'il y a un motif. Quel motif? Et faire un petit acte d'humilité et faire de l'autocritique au lieu d'être toujours à provoquer l'univers. Et donc maintenant, leur cas a quand même pris une mauvaise allure. Regardez aux États-Unis maintenant, plus de la moitié des Américains sont contre cette histoire de Shamir et d'Israël. C'est la première fois. Et dans tous les pays du monde, on dit, mais quand même, ça, ils vont quand même un peu fort. On a vu à la télévision comment ils cassaient à coups d'énormes cailloux les épaules de jeunes gamins, tout ça. Ce sont des choses monstrueuses. Alors que ces gens-là qui viennent jouer aux arbitres souverains de la morale, c'est ça aussi qui va contre le bon sens. Et ce qui perdra Israël, c'est qu'il n'a pas le bon sens. C'est qu'il n'a pas le sens de l'équilibre. C'est qu'il veut toujours des choses démesurées. Et puis que quand il en a fini avec des exagérations fabuleuses, il faut qu'il mente. Mon cas typique, mon cas vouloir venir me rater, c'était vraiment le coup qui était basé uniquement sur le mensonge. Pourquoi? Pour provoquer, pour faire de l'exhibitionnisme. Et qu'est-ce que vous Et alors, que les Juifs deviennent raisonnables, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais s'ils ne le deviennent pas, ça leur coûtera de nouveau cher tôt ou tard. Qu'est-ce que vous pensez du futur, d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, de la démocratie d'aujourd'hui? Évidemment. Nous, on a perdu la guerre. On l'a perdu d'ailleurs, non pas parce qu'on a manqué de courage quand même. L'épopée de l'Europe pendant 4 ans au front de russe, c'était quand même la plus grande aventure militaire de l'histoire. C'est ça aussi qui est incroyable, c'est que les gens même, on n'attache pas d'importance à ça. Que ce mythe des Juifs, regardez, c'est ça qui couvre tout. Mais que pendant 4 ans, il y a eu un front fabuleux là de 3000 km de distance. Qu'un combat qui a mis en face des dizaines de millions d'hommes, d'un côté comme de l'autre. Le cas de la Waffen-SS, une armée d'1 million de volontaires, ça ne s'était jamais vu sur la Terre. Jamais on n'avait vu une chose pareille. De ça, on ne parle pas. Et là, l'héroïsme inouï qui a été protégé. Pensez simplement à la route de Stalingrad à Berlin. Nous avons résisté pendant 1000 jours. 1000 jours. Pied à pied, sacrifice pour sacrifice. Centaines de milliers d'hommes qui mouraient pour empêcher les Soviétiques d'aller plus vite. Avec un Staline qui disait, le tsar a été à Paris, moi j'irai aussi. Il est évident que si nous avions fait comme les Français en 1940, fiche le camp dès les premiers moments où la bataille devenait dangereuse, les Russes auraient conquis toute l'Europe en un rien de temps, bien avant que les Américains ne débarquent en Normandie. 1000 jours, mais enfin, simplement nous aurions résisté 600 jours. C'était à Paris, où ils allaient coucher dans le lit du maréchal Pétain à Vichy. N'est-ce pas? Et nous avons sauvé l'Europe, si l'Europe subsiste encore maintenant. Si les Français ne sont pas comme les Tchèques, c'est uniquement parce que nos soldats sont morts par milliers pour eux. Et alors, au lieu de nous insulter du matin au soir, ils devraient nous dire, mais vous avez quand même été des types épatants, merci. Et comment vous vous êtes sauvés de la fin de la guerre? Ah, mais alors, nous autres, nous avons lutté tant qu'on a pu, jusqu'à la fin, dans des conditions affreuses. Plus les temps de la défaite s'approchaient, plus c'était dur. L'armée russe était immense, et surtout avait un matériel américain immense. Parce que ce sont les Américains qui ont gagné en Russie, c'est pas les Russes. Ah oui.
s'il n'y avait eu que les soviets, jamais ils ne nous auraient vaincus. Jamais. Mais il y avait un armement, dès Stalingrad, un armement américain gigantesque. Pensez qu'à Stalingrad, il y avait déjà 750 chars Sherman. C'est ceux qui ont assuré la victoire des Russes à Stalingrad. Alors après, nous avons lutté. À la fin, on n'avait vraiment plus rien. Les derniers mois de la guerre, la dernière offensive que nous avons menée en février 1945, mais nous avions 3 obus par canon. 3 obus. Et puis après, on n'a plus qu'un. C'est-à-dire qu'on pouvait juste utiliser quelques canons si on voulait s'en servir vraiment. Les chars, il fallait fournir l'essence aux chars avant qu'ils ne démarrent, il n'y avait pas d'essence. Quand nous avons fait la dernière offensive, je vois toujours, je partais toujours en avant de mes soldats, mais j'avais pris un bâton à la main pour bien montrer qu'il ne fallait pas avoir peur malgré qu'on avait peu d'armes. Et le lendemain, le deuxième jour d'offensive, mais 300 jeunes officiers en avant de leur troupe, chacun avec un bâton. Tout ça, ça avait une allure d'épopée, alors qu'on savait qu'on allait mourir. Nous avons perdu la moitié de nos hommes pendant les dernières semaines. Et nous perdions ça, sachant que la guerre était perdue pour que les Russes n'envahissent pas nos pays. Alors c'est un comble que nous y sommes outragés, alors que sans nous, ils étaient perdus. Et comment vous êtes arrivé ici? Alors, à la fin de la guerre, la dernière année de la guerre, nous avons fait tout le fond de la Baltique. Depuis Kaliningrad, Narva, jusqu'à la Norvège. Et à la fin, j'étais en Norvège. C'est-à-dire l'endroit le plus éloigné du front soviétique. Et nous avons appris à 2h de l'après-midi la capitulation, le 7. La capitulation était signée à Reims le matin même du 7, et on l'a annoncé à 2h de l'après-midi. À 2h, c'était fini. Et c'était les soviets qui étaient là en face. Alors j'ai dit aux autres, on continue. Et mon idée, moi, c'était de continuer au Japon. Le Japon reste encore en guerre. Et j'ai chassé un sous-marin. Et j'en ai trouvé un. Mais c'est un sous-marin pour une personne. C'est un peu petit pour arriver jusqu'à Tokyo. Alors, heureusement, il y avait un avion abandonné à l'arrière du champ de bataille. C'était l'avion de Speer. Speer, le ministre de l'armement, avait donné son avion à un camp militaire de la Waffen-SS qui avait atterri là. Et l'avion était là. Et Speer, c'est un cas aussi. J'ai connu Speer. Vous me parliez tout à l'heure des gens de l'entourage d'Hitler, de Goering, de Goebbels, il y en avait beaucoup d'autres. Parmi eux, il y avait Speer. Speer était le plus fanatique des hitlériens et le plus grand responsable des travaux dans les camps de concentration et les travaux les plus durs. C'est lui qui allait recruter des gens pour travailler dans les usines souterraines, des usines épouvantables. C'est là où il y a eu les plus de souffrances. Eh bien, c'était Speer, ça. Et la dernière fois que j'ai vu Speer, c'était le 2 mai 1945, tout à la fin. C'est le dernier que j'ai vu avec le grand uniforme nazi et le brassard à croix gammée. Et puis après Où ça? Près de Kiel. Tout à fait là, près de Flensburg. Alors, Monsieur Degrelle, comment vous pouvez sortir de l'enfer de la fin de la guerre et arriver jusqu'ici? Eh oui, eh bien, j'avais donc à ma disposition, j'avais découvert cet avion là, sur le champ de bataille, mais nous n'avions pas d'essence, pas de cap, pas de rien. Je suis parvenu à trouver de l'essence, de ci, de là. Mais malgré tout, les moteurs remplis ne permettaient pas d'arriver en Espagne. Les moteurs d'un Heinkel bimotor, qui était le type de cet avion, pouvaient à cette époque-là avoir une route de 2150 km. Or, jusqu'à la frontière espagnole, il y avait 2300. Donc il manquait 150 km. Nous aurions pu aller en Islande. Mais quoi? C'était plus près, mais ça nous avançait à quoi? Alors, je me suis dit ceci. N'importe quoi d'abord, plutôt que de tomber dans les mains des Soviets. C'était la base de tout. Donc la mort, de n'importe quelle façon, pour moi, était meilleure que ça. Et s'il fallait mourir, bon, on mourrait vaillamment, comme ça, ayant fait toute la guerre, avec le plus de courage possible. Bon, nous voilà partant, décidant de partir pour l'Espagne. Il allait nous manquer de 150 km. Et je me disais, c'est comme les autos, quand ça marque 0, ça continue quand même. Il est possible que ça aille jusqu'au bout. Et si ça ne va pas jusqu'au bout, on sera en pleine obscurité, on atterrira n'importe où. On se tue tous, l'affaire réglée, c'est terminé. On ne se tue pas, mais si type décidé,
avec leurs mitraillettes, courent à la prochaine rue, à la première auto qui passe, une décharge en l'air, le type épouvanté, on le planque de sa voiture, nous serions arrivés en auto en Espagne. Enfin, il fallait d'abord partir avec l'avion. Alors j'avais imaginé un truc. C'est de filer d'abord en direction de l'Angleterre, pour faire croire que c'est un avion qui venait d'Angleterre. Parce que n'oubliez pas que c'est le seul avion qui est volé cette nuit-là au-dessus des Alliés. Il n'y a personne d'autre qui ait risqué le même coup. 50 autres auraient pu le faire. Nous filons vers l'Angleterre, de là nous filons vers la Hollande, mais dès que nous arrivons là-bas, nous sommes repérés. Parce que nous ignorions les grandes capacités du radar des Alliés, qui distinguait le bruit des moteurs, et qui avait vu tout de suite que ce n'est pas un avion anglais. Alors la télévision, la radio, qui êtes-vous, d'où êtes-vous, que faites-vous, où allez-vous? On filait. Et puis, derrière nous, un grand drap de lit blanc. C'est un champ d'aviation qui s'illuminait. Puis en dessous, puis devant, et puis l'artillerie qui commence dans tous les sens. C'est un spectacle merveilleux. J'ai jamais vu un si beau feu d'artifice. Et d'ailleurs, tous à côté, et ça j'en étais sûr aussi, je m'étais dit, si nous partons comme ça en pleine nuit, 10 heures après la victoire des Alliés, ils seront tous ivres. Parce qu'ils auront fêté leur victoire en buvant des millions de litres de champagne et de whisky, ils vont tous tirer de travers. Ce qui s'est passé, évidemment, on aurait pu par hasard taper en pleine dent, mais ça peut être comme ça. On avait des jarres de feu merveilleux autour de nous. J'ai beaucoup admiré le spectacle. Alors la deuxième histoire, c'était les grandes villes. Les barrages anti-avions étaient en rond autour des villes. C'était ça que l'aviation défendait, les grands centres. Alors ces avions, ces canons, leur tube horizontal, tirent en l'air, et pas vertical. Alors il fallait descendre quasi en rasant le sol pour survoler les villes. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est comme ça que nous avons survolé Paris à 3 h du matin. Tous les gens étaient en train de fêter la victoire dans les rues. C'était une animation inouïe. Ils ne se doutaient guère qu'à 30 mètres au-dessus d'eux, il y avait les dernières croix gammées de la guerre. Alors, après Paris, Paris était tout illuminé, parce qu'ils savaient que la guerre était finie. Mais dans toutes les campagnes, derrière Paris, continuaient les lois de la guerre, c'est-à-dire l'obscurité totale. Et pendant 2 heures, avec ma boussole, et en voyant que c'était toujours tout noir, nous sommes au-dessus de l'Atlantique. Nous sommes à mi-route maintenant entre l'Amérique et le continent. Et puis tout d'un coup, un grand bras blanc qui apparaît, c'était l'estuaire de la Gironde à Bordeaux. Avec ma boussole, j'étais juste arrivé sur le point le point fixé. Et alors nous avons continué vers l'Espagne, mais toujours avec de moins en moins de... Et nous avions 2 bateaux de guerre américains qui étaient arrivés de la base de Bicarros, qui étaient en dessous de nous. Nous avions déjà tiré nos bottes pour pouvoir nager, n'est-ce pas? Et ces 2 bateaux nous embêtaient bien. On est descendu jusqu'à près 2-3 mètres de la mer. Et puis tout d'un coup, nous avons eu devant nous des grands rochers noirs. Nous avons grimpé à l'horizontale, faisant tomber les derniers moutons, sauté de l'autre côté. Dans les premières lueurs du jour, il y avait une crique comme celle que vous voyez ici de Malaga. C'était la crique de San Sébastien. Et nous avions déjà passé un côté avec l'avion. Et il y avait la plage. Et par miracle, toujours mes miracles, c'était la marée basse. C'est-à-dire qu'il y avait 20 mètres de livre. Nous avons lancé l'avion pour atterrir là, parce qu'on ne pouvait plus aller plus loin, il n'y avait plus du tout d'essence. On n'a jamais pu arriver au champ d'aviation. Et quand nous allions atterrir, au grand rocher en face, c'était la base du château royal, du chalet royal. Alors, nous étions perdus, nous allions aller nous écraser dessus. Nous avons eu juste le temps de remettre les roues à l'intérieur de l'avion pour glisser sur la coque de l'avion et faire frein avec la coque. On a fait parfaitement. L'avion a roulé encore 20 mètres, a glissé 20 mètres. Puis, bam, l'explosion d'un moteur qui est volé en l'air. L'avion, comme un fou, s'est rejeté dans la mer. Et puis nous nous sommes retrouvés au milieu de la baie, à 200 mètres de la côte. Et l'avion était presque entièrement englouti. Il restait une aile, et nous étions, ça nous arrivait au cou, l'eau. Et moi, j'étais très grièvement blessé, mais il n'a pas coulé. Alors les autres ont pu me hisser jusqu'à l'aile. Et quand j'étais sous cette aile, j'ai vu tout au bout sur la côte 2 tricornes de la Guardia Civile, 7 ans d'Espagne, on est tombé. Ça y était. Et alors, c'était drôle,
parce qu'il arrivait tout de suite des tas d'Espagnols tout nus qui nageaient autour de nous, c'était les premières lueurs du jour. J'avais inauguré les bains de la saison, c'était le 8 mai. C'était les vacances. Oui, alors, et on est arrivé avec une petite barque, on m'a mis dessus, et quand je suis arrivé sur la plage, tous les gens qui étaient accourus, ils me serraient Hitler, ils croyaient que c'était Hitler. Il y avait 8 jours que le pauvre était mort. Et je n'avais pas de moustache, mais ça ne fait rien, c'était Hitler. Et c'est comme ça qu'on m'a conduit à l'hôpital où je suis resté pendant 1 an et demi. Avant de... Oui. J'étais très grièvement blessé. Depuis, j'étais dans le plat depuis le cou jusqu'au pied. Et c'est ça qui m'a sauvé, encore une fois. Parce que si je n'avais pas été blessé, le gouvernement Franco aurait dû me céder. Parce que Franco aussi, j'avais connu Franco, nous étions de bons amis. Il m'avait invité ici pendant la guerre, j'avais été 3 semaines à son quartier général. On était intimes. Quel type Et alors, ils ne m'auraient pas livré, mais les bandes des Alliés étaient tellement puissantes qu'il est venu un capitaine américain à ma chambre de blessé pour vérifier. Il arrive en grand uniforme américain. Moi, je m'étais fait ma veste de l'ASL, j'ai écrit un grand Hitler quand il est rentré. C'était très drôle. Et ce type-là est devenu un degré liage, charmé. C'est celui qui, dans mon livre pour la télévision française, c'est celui qui raconte comment il est venu, ce Franco. C'est un capitaine de l'armée américaine. Et qui a dit quel malheur, qui m'a dit pendant quel malheur que vous n'avez pas été d'hôte de Gaulle. Oui. Et pourquoi ils ont mis les Juifs dans les camps? Ah là, c'est l'autre problème des camps. C'est ça l'histoire. Parce qu'il n'y a pas le problème seulement des chambres à gaz. Pourquoi les Juifs ont-ils été arrêtés? Eh bien, il ne faut pas oublier que les Juifs étaient en guerre contre les Allemands. Que dès 1933, dans la presse juive, on a publié des titres énormes déclarant la guerre à Hitler. Ils ont mené une guerre acharnée contre Hitler et fait tout pour provoquer la Seconde Guerre mondiale. Il était parfaitement possible d'éviter au moins à l'Occident la Seconde Guerre mondiale. Et au contraire, de sortir un argent énorme en fournissant à l'Allemagne tous ses besoins pendant 50 ans. Et l'Allemagne se serait engagée dans cette immense guerre de Russie. Elle en avait pour 50 ans ou 100 ans. L'Occident était tranquille pour toujours. C'était de la folie de faire cette guerre. Mais ça, c'est la presse juive qui a fait ça. C'est l'influence juive partout, tout ça. Des campagnes inouïes comme celle des chambres à gaz, on a fait des trucs du même genre. Toutes les grandes campagnes se font à base de mensonges. C'est une chose extraordinaire, ça. À la Première Guerre mondiale, on a eu la même chose que les chambres à gaz, c'était les mains coupées. Les Allemands coupaient les mains aux enfants. Enfin, on parle dans toutes les revues de l'époque des caricatures, des pro-goffs avec les mains coupées. Et moi, jeune gamin, j'avais une haine épouvantable des Allemands à cause de ces mains coupées. Et c'est à cause de ces mains coupées, pour une grande part, que les États-Unis sont entrés en guerre. Mais la guerre s'est terminée, on n'a jamais trouvé un enfant qui avait eu les mains coupées. Vous avez eu les caramels. Les Allemands donnaient aux enfants des caramels empoisonnés. En 1940, dans le Figaro, le journal le plus sérieux de France, en première page, on décrivait les caramels empoisonnés qui jetaient, on donnait les centimètres de longueur et de largeur. Enfin, mais de ces caramels. Ici en Espagne, c'était la même chose à la guerre en 1936, à la Calle Murillo, près de chez moi, à Madrid. On a assassiné 7 religieuses parce qu'on disait qu'elles avaient donné des caramels empoisonnés aux enfants. Et c'est incroyable comment les gens peuvent croire tout ça. Alors c'est pour ça que l'histoire des chambres à gaz, il faut toujours faire bien attention. Mais pourquoi est-ce que les Juifs se trouvaient là? Ils n'auraient pu ne pas s'y trouver. Donc il n'y aurait jamais eu de question de chambres à gaz. Et comme ils étaient en état de guerre avec l'Allemagne, c'était normal qu'ils soient dans des camps. Tous les autres pays ont fait ça. Les Allemands, les Anglais, les Français, les Américains, tout le monde avait ses camps. Et c'est une façon de mettre de côté les gens qui sont plus ou moins dangereux. Bon, dans le cas des Juifs, c'était d'autant plus grave qu'ils commettaient, alors qu'il y a eu des ordres de ne pas toucher à un Juif, il y avait, parce que j'ai ces ordres, moi, des ordres donnés à l'armée allemande, pas toucher à un Juif, les traiter juste comme les gens des pays occupés. Eh bien, ont commencé les attentats, il a fallu porter un insigne. Malgré ça, ils ont continué, on les a mis dans des ghettos. Dans les ghettos, ils se sont révoltés, alors on a dû les mettre autour de barbelés. Et là, on les avait pour travailler. Il faut bien se dire ceci. L'Allemagne manquait terriblement de travailleurs. Et les ouvriers étaient tous partis à la guerre. Il y a eu 12 millions d'ouvriers étrangers pendant la guerre en Allemagne, pas seulement des Juifs. Beaucoup, ils sont partis comme volontaires, mais beaucoup, ils sont partis forcés. Alors, il était normal que si on faisait travailler des gens des pays occidentaux qui, au fond, pouvaient s'entendre un jour avec les Allemands,
qu'on aurait laissé tranquilles les Juifs, qui étaient des ennemis, sans les obliger à travailler dans les camps. Pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas travaillé? Pourquoi est-ce qu'on aurait dû les nourrir? Quand tout le monde était en face de la mort ou trimé dur en Allemagne, et que les gens qui avaient été contre les Allemands, ils auraient dû être là nourris et logés et ne rien faire. Bon, on les a fait travailler. Alors, on les a fait venir de tous les pays. Mais enfin, si ça avait été pour les tuer, on n'aurait pas fait toute cette histoire-là, quand vous pensez que les Allemands ont dû utiliser, même en mettant 60 par wagon, ce qui n'est pas vrai en moyenne, ça représentait 100 000 wagons, 6 millions de Juifs. Ça représentait 6 000 locomotives et nous n'avions pas de wagon pour aller au front. Nous mettions 23 jours, de 21 à 23 jours pour arriver à nos positions. Il manquait complètement matériel. Alors, c'était bien plus simple de les liquider sur place, si c'était si simple avec des petites pastilles. Et d'autre part, dans les camps, les Allemands n'avaient aucun intérêt à les affamer. On avait besoin de travailleurs. Ayant besoin de travailleurs, ils auraient été les faire mourir de faim. C'était complètement bête. Il fallait les faire travailler tant qu'on pouvait les faire travailler. Et c'était que ça, l'histoire des Juifs. C'était des gens qui étaient en guerre contre les Allemands, qui étaient internés, ils ont dû travailler. Et on ne leur a pas donné des idées de Lucullus, ça c'est évident. Ils n'étaient pas invités dans des hôtels de 5 étoiles. Ils étaient invités dans les camps pour travailler. Et monsieur Drey, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les feuilles de chêne. C'est la même chose que ceci, vous voyez. Ça, c'est... Quand vous aviez fait quelque chose d'un peu extraordinaire, ou de tout à fait extraordinaire, vous receviez la ritoqueuse. C'est beaucoup plus grand que la croix de fer que vous voyez ici. Ouais. Ça se met au cou comme ça, vous voyez. Ouais. Bon. Et alors, quand vous l'aviez gagné une deuxième fois, eh bien, vous aviez les feuilles de chêne. Ah. Et ça, je l'ai gagné à Tcherkassy. À Tcherkassy, nous avons été encerclés comme à Stalingrad, à 11 divisions, entourés pendant 3 semaines par 300 000 Juifs, 17 jours exactement. Et quand il a fallu, à la fin, c'était prodigieux, c'est toujours se ramasser pour former la pointe qui foncerait un jour à travers les 300 000 Juifs. Et quand à la fin, on est arrivé là, après des combats affreux, moi j'ai eu 17 corps à corps. Tous les jours, il y avait un corps à corps. C'était le 44. J'étais blessé en 44, j'étais blessé 4 fois en 3 semaines. Et alors à la fin, on a eu une réunion, il ne restait pour ainsi dire plus de chance. On calculait au maximum 3% de chance. Mais ça valait mieux que de se laisser faire prisonnier comme à Stalingrad, où tous ont été envoyés en Sibérie. 109 000 soldats allemands envoyés en Sibérie, il en est revenu 8 000. À peu près tous sont morts. Alors nous autres, c'était bien décidé, on passera à travers tout. Alors on a eu une réunion des chefs des 11 grandes unités, parce qu'entre-temps, j'étais devenu commandeur d'une brigade. J'avais monté tout le temps. À ce moment-là, je commandais la brigade d'assaut Wallonie. Et on a dit, est-ce qu'il y en a un pour faire l'opération de rupture, pour commander l'opération de rupture? Moi, je suis d'accord. J'étais le plus jeune. J'étais pourtant fort blessé. J'étais blessé au bras. J'avais 42 fièvres. Mais malgré ça, ça m'intéressait beaucoup. Moi, j'aime les gagner. Et c'est comme ça que j'ai réussi cette opération qui a sauvé l'armée allemande encerclée, dont ça. Hitler m'a envoyé son avion spécial me chercher au front, et la nuit suivante, il me remettait son quartier général. Et quand vous êtes devenu général? Ah, je suis devenu général à la fin de la guerre. J'aurais dû l'être depuis longtemps, mais parce que quand on avait la ritoqueuse, on pouvait monter de grade tous les 3 mois. Et comme j'avais eu 2 fois, j'aurais pu être beaucoup plus tôt général. Mais Himmler, c'était lui l'homme qui avait peur des non-allemands. Hitler, lui, voulait nous pousser tous, tandis que l'autre freinait. Et c'était qu'à la fin qu'il a compris. Et c'est seulement à la fin qu'il m'a nommé général, alors que je devrais lui être au moins 6 mois plus tôt. Et alors, la deuxième, c'est en Estonie. En Estonie, quand le front allemand a été rompu, j'ai pu reconstituer des troupes et faire une résistance formidable, et c'était là, vous avez les proclamations du maréchal Schurner et de tous les autres. Et quel est le message aux jeunes du général de Gresle? Maintenant, ce que je leur dis, eh bien, écoutez, nous avons eu la vie dure et nous sommes des gens heureux. Il n'y a aucun jeune de maintenant qui pourra souffrir ce que nous avons souffert. D'abord le combat politique qui avait été dur. Après ça, le combat au front, 5 années, on n'a jamais eu de répit. Parce que c'est pas aux autres guerres, il y avait des jours de congé chaque semaine, des histoires pareilles. Rien du tout, combat jour et nuit, tout le temps.
Nos garçons, après ça, moi j'ai connu l'exil, mais j'ai connu aussi la mort épouvantable de mes parents qu'on a assassinés par haine de moi. Ma mère, on l'a fait périr de misère après 2 ans de cachot. Elle avait 79 ans, uniquement parce qu'elle m'avait donné la vie. Toute ma famille était prisonnière, tout le monde chez nous était ruiné. Et c'était le cas de tous nos camarades, tous nos soldats qui ont été pris. Mais ils ont passé des années et des années en prison. N'importe quel jeune garçon de chez nous, qui était venu, mettons, à 17 ans à la guerre, mais il est sorti à 30 ans des prisons. Toute sa jeunesse avait été broyée dans cette aventure. Donc les jeunes maintenant n'ont pas à se plaindre. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est nous qui plaignons les jeunes. Parce qu'ils n'ont plus les grandes joies que nous avons eues. Nous autres, nous nous donnions dans un sacrifice énorme, mais qui nous donnait des joies puissantes. On vivait pour quelque chose de grand. Tandis que maintenant, quand je vois tous ces malheureux... Mais nous parlons des jeunes d'aujourd'hui. Oui, on assiste à un phénomène de décomposition européenne qui ne peut que désespérer un jeune homme. Un jeune homme à 20 ans, ça veut toujours quelque chose de supérieur. Et si maintenant il se donne à d'autres plaisirs, c'est parce qu'ils n'ont pas de vrai plaisir. La drogue, mais c'est quoi la drogue? C'est une évasion n'ayant rien d'autre, mais on se drogue parce qu'on veut autre chose. Les hippies avant, c'était la même chose. Pourquoi est-ce qu'on est dans les plaisirs, qu'on veut aller dans les discothèques et tout ça? Parce qu'on a laissé ces jeunes gens sans aucun idéal, sans aucune possibilité. Le football, c'est la même chose. Oui, mais je sais bien que c'est presque désespérant, la vue du futur. Parce que l'Europe, depuis 50 ans, n'a rien gagné. La victoire des autres, c'était un désastre. D'ailleurs, c'est frappant. Les 2 seuls pays maintenant qui sont en pleine résurrection économique, c'est l'Allemagne et c'est le Japon. C'est les 2 grands vaincus. Et les vainqueurs, c'est eux qui sont vaincus. C'est assez frappant. Mais tout ce qu'ils ont apporté, c'est une fausse civilisation. C'est la civilisation américaine, malheureusement. C'est la civilisation de la consommation, le plaisir. On ne pense qu'à aller se distraire des joies passagères. La vie de famille a été anéantie, la vie religieuse a été anéantie. Tout ça, c'est très démoralisant. Un jeune se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore bien faire? Alors ajoutez à ça les bouleversements mondiaux immenses qui se préparent. Nous pensons à l'Europe, mais il y en a beaucoup plus que l'Europe. Regardez maintenant simplement cette crise fabuleuse du monde soviétique et du monde chinois. C'est 1,5 milliard d'êtres humains dont on ne sait pas ce qui se passera pour eux demain. Et à côté de ça, des mondes gigantesques avec des populations immenses qui devront vivre, qui devront gagner leur pain. D'ici un quart de siècle, mais il y aura non seulement 1,5 milliard de Chinois, il y aura 1 million d'Indiens, il y aura 1 million d'Africains, il y aura 1 million ou 1 million de personnes en Amérique du Sud. Et quoi, quel drame est-ce que ça va provoquer tout ça? Alors notre petit cas européen, c'est bien peu de choses. Alors je comprends qu'un jeune pas va dire, mais est-ce qu'on peut encore espérer? Ben, je leur réponds, à toutes les époques du monde, il y a eu comme ça des grandes crises. Et parfois, parce qu'on n'a pas fait l'effort, ça s'est écroulé. C'était par exemple la chute de l'Empire romain, ça avait été avant la chute de la Grèce, c'était avant la chute de l'Égypte. Mais il y a eu d'autres grandes renaissances. Et même un pays comme l'Italie, qui est passé de la décomposition, en étant maintenant un pays plus important que l'Angleterre. Est-ce pas l'Allemagne qui n'était que des ruines, voilà 50 ans, c'est quand même un pays florissant. Ça veut dire qu'on peut toujours recréer. Alors on dira, mais on n'est pas nombreux. Mais c'est pas le nombre qui fait la force des peuples et les grands mouvements révolutionnaires. C'est la puissance de l'âme. C'est les gens qui ont une grande volonté, qui ont un grand idéal, qui veut que l'idéal triomphe. Alors ça vous pousse à tous les efforts, à tous les sacrifices et à toutes les conquêtes. Et pensez simplement aux apôtres qui n'étaient qu'une douzaine et qui ont changé l'univers. Et pensez à nos cas. Nous, moi j'étais un jeune garçon isolé. Hitler était dans un pays pourri, l'Allemagne de cette époque-là était pourrie, 30% des Allemands étaient pédérastes. Et de tout ça, il a refait en quelques années un grand foyer d'énergie morale. C'est des gens qui avaient une espérance. Et bien c'est à ça qu'il faut croire, que toutes les possibilités sont dans l'homme. Que si les jeunes le veulent, et ils le veulent, ils trouveront un jour l'occasion. Et un jour surgira l'homme, parce que tout aussi est une question d'homme. C'est le grand homme qui rassemble les aspirations de tout le monde et qui les fait vaincre. C'est la déveine de l'Europe de maintenant. S'il n'y a personne
De notre temps, il y en a eu tant qu'on en voulait. Il y avait Hitler, il y avait Mussolini, il y avait moi en Belgique, il y avait Franco, il y avait Salazar, il y avait les Polonais, il y avait les Turcs, tout le monde avait son chef. Il y avait une éclosion étonnante. Maintenant, il n'y a plus que des larves politiques. Il n'y a plus un seul grand homme politique. Il n'y a plus un homme de grande envergure. Le dernier, c'était De Gaulle, et puis c'est fini. Et pendant 50 ans, c'était l'anarchie politique. Même l'Europe, ils étaient incapables de la faire. Au bout de 50 ans, ils sont encore à discuter des questions misérables d'intérêt de l'argent des banques, et des questions de saucisson, des questions de cochon, des questions de poulet. Ils en sont là. Et c'est pour ça qu'on voit que cette solution est fausse. La seule vraie, c'était celle que nous avons eue, nous. D'abord, des régimes puissants, des hommes qui représentent leur peuple, qui sont leurs élus, et qui ont un plan d'avenir, et puis une jeunesse qui se donne, qui sait que c'est seulement dans le sacrifice et dans la joie du sacrifice qu'elle pourra réaliser son idéal. Alors, il faut croire. Sur ma cheminée d'exil, j'ai fait graver ces mots. Un petit peu de feu dans quelques coins du monde, et tous les miracles de grandeur restent possibles. Tout est possible. Jeune garçon, jeune fille qui m'écoutez, foi dans la vie. Merci, Léon Degrelle. Voilà.